bien, bonsoir à tous. C'est un épisode de synesthésie. Et oui, un synesthésie et non plus un confinesthésie. Avec Romain qui est avec moi. Salut à tous et bon déconfinement à tous. Et c'est ça. Donc oui, donc on est revenu avec le logo qui va bien. On a effacé le onf. Et on est revenu en synesthésie. Alors, Matt n'est pas avec nous malheureusement ce soir, mais justement, il est victime du déconfinement puisqu'il est à manger chez des potes et il a bien raison. Oui, il a tout à fait raison. Carrément. Attends, après 2 mois on pouvait pas lui en vouloir, on pouvait pas l'obliger à refuser un bon repas entre amis pour faire. Il faut revenir aux basiques, aux fondamentaux. Bah carrément, attends. Et donc on se retrouve avec Romain, tous les deux, et donc on revient un peu. Une formule. Bah, attends, avant de commencer, comment ça se passe toi le déconfinement? Tu le sens un peu? Bah en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce qu'on a une discussion à 3 avec Matt et c'est vrai qu'on se disait bah finalement on retrouve nos emplois du temps de ministre en fait. Hein. Ouais. On a du mal à se caler un moment. C'est vrai. Mais voilà, oui, ça fait plaisir quand même le fait de pouvoir retourner à la plage et à tout ce qu'il y a autour, quoi, dans la nature et autres. Enfin moi c'est pour le coup c'est le plaisir que je prends à aller me balader autour avec Rachel, donc c'est plutôt agréable de pouvoir se sentir libre. Finalement, on sort peut-être pas plus qu'avant, mais on se sent plus libre. Tu sais que tu plus peux le faire. Autre chose. Et tu sais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est tout con, hein, parce que tu vois quand même qu'il y a beaucoup plus de gens dans les rues, alors même si les gens sont masqués, ce qui est un peu étrange au début. Ouais. Il y a beaucoup de gens avec des masques. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens aussi, et c'est vrai que là, les derniers temps, le peu de fois où je sortais, tu vois, avec mon autorisation, c'était quand même assez désert, quoi. Là, tu vois, je suis allé au taf ce matin, je suis sur la route, ça circule. Mais même avec la route. Ça circule normal, quoi. Enfin, comme, tu vois, ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est redevenu à peu près. Mais c'est vrai que, comme tu dis, les masques, c'est intéressant. C'est le truc qui te fait dire que c'est pas totalement normal quand même. Ouais, exactement, ouais. Ouais, tu sens que c'est encore, tu vois, que c'est encore là, quoi. Parce que c'est d'ailleurs apparemment encore là, donc... Oui, si on continue à faire gaffe, on fera gaffe, mais c'est vrai comment pouvoir sortir de chez soi, faire ce que fait Matt, tu vois, ce qu'on va essayer de faire la semaine prochaine d'ailleurs, c'est de se retrouver pour enregistrer en vrai, parce que c'était cool de faire les lives à distance et tout, c'était bien, mais c'est vrai que le concept au départ de synesthésie, c'était parti du principe que on aille voir un film au cinéma tous les trois et qu'on en parle à chaud tout de suite après, quoi. Bon, alors ça a été souvent compliqué, est-ce que ça se passe comme ça? Mais le principe c'était qu'on soit tous les trois, et c'est pas pareil, même si c'était intéressant ce qu'on faisait en live à distance. Je pense qu'on débat pas non plus de la même façon quand on n'a pas les gens en face de soi. Ah bien sûr. Donc voilà, donc on va revenir. C'est pas dit qu'on fasse pas un live de temps en temps, ou pour le fun, ou pour, je sais pas, s'il y a un truc un peu, un événement quelconque ou quoi que ce soit, peut-être que c'est pas impossible qu'on leur fasse de temps en temps. Peut-être même des bilans de fin de mois aussi, ça peut être un truc comme ça. Bah ouais, ça peut carrément, ouais, ce genre de truc, ouais. Ouais, parce que c'était cool quand même d'interagir avec vous qui nous écoutez. C'est quand même cool, d'ailleurs, on verra, on réfléchira même de quelle façon on pourra continuer à faire ça, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Donc on revient donc à une formule un peu plus classique, et du coup, aujourd'hui, on va parler, à moins que tu aies quelques petits trucs à dire avant, mais... non, on peut se lancer. Ouais, le concept, c'est qu'on va parler d'un seul film, finalement. Et c'est toi qui l'as proposé, donc je te laisse nous l'annoncer, en fait. Donc on voulait parler pour la mort. Enfin, c'est moi vous savez que j'ai proposé ça, mais on avait déjà parlé pendant les lives de toute façon un petit peu de ce film-là, déjà plusieurs reprises. En tout cas, moi j'en avais parlé, et puis comme tu avais dit que tu l'avais pas vu, et Matt non plus d'ailleurs au passage j'avais pas vu, je vais proposer pour le coup qu'on planche sur Dr. Sleep. Ouais. Comme ça, c'était l'occasion de le voir. Moi j'avais l'occasion de le revoir parce que je l'ai pris en Blu-ray. Enfin, Rachel me l'a pris en Blu-ray avec la version uncut, donc qui fait 30 minutes de plus, donc qui dure 3 heures au lieu de 2h20. Donc c'était l'occasion de le revoir aussi sous cette forme-là aussi. Et pour le coup, je sais pas si Matt a eu l'occasion de le voir de son côté, mais il faudra qu'on en parle avec lui aussi peut-être à l'occasion. Je sais pas s'il a eu le temps de le voir. D'ailleurs, alors, toi, tu l'avais vu au cinéma? Oui, je l'avais vu au cinéma pour le coup. Je l'avais vu à Saint-Renan parce qu'il le diffusait à Saint-Renan. J'avais vu en VF pour le coup au cinéma. Là, j'ai eu l'occasion aussi de le voir en VO, ce qui était plus cool aussi pour le coup. Mais je l'avais vu au cinéma, en effet. Parce que c'est bizarre, moi, il me semble que j'ai chopé la version Director's Cut, mais elle faisait un peu plus de 2h30, mais pas 3 heures tout à fait. Alors, la Director's Cut, normalement, il y a
un élément, peut-être dont on parlera tout à l'heure, qui Ouais. fait que tu sais que c'est la director's cut et pas la version On n'a pas eu cinéma. le temps d'en parler, tu vois, mais. Ouais. Mais enfin, il faisait plus de 2h30 en tout cas, c'est sûr. Mais alors, je sais pas. Donc, t'as dû avoir la director's cut, c'est Moi, très je sais pas probable. si c'était marqué dessus, je dis bon, ok. Ah bah non, ça va être ça, je Je pense. prends celle-là. Mais ouais, c'était plus proche des 2h30, enfin, tu vois, genre 40 que des 3h. Enfin, je crois, hein, j'ai même pas fait gaffe, c'est peut-être pas en fait, je sais plus. Je sais plus trop. Ouais, donc Dr. Sleep, c'est sorti quand au cinéma déjà ça? C'était en. En sortie l'année dernière pour le coup. C'était en Donc en fin d'année? 2019. Ouais, en fin d'année 2019, ouais. Ouais, c'était en novembre, je crois, un truc comme ça. Je crois. Oui, ça va être ça, oui, tout à fait. En tout cas, moi j'ai dû le voir assez tardivement parce qu'à Saint-Renan, on a toujours un décalage quand on les voit, donc j'ai vu un petit peu plus tardivement que sa sortie. Mais de toute façon, il a fait un four au cinéma assez, Ouais. Bah, assez important étant donné le budget. On peut le dire un peu, parce que oui, j'ai lu un peu des trucs aussi, bah forcément, je pense que toi aussi. Vite fait, avant de faire l'émission, effectivement. Parce que c'est un projet qui date il y a bien 5 ans, à peu près, je crois. Oui, ça fait longtemps déjà qu'ils y réfléchissent. Mais qui a été brinque-ballé apparemment, même sûrement un petit peu d'avant, mais qui a été a priori un peu, c'est chez la Warner, un peu chaotique, quoi. Ouais. Et a priori, c'est un peu le succès de ça qui a relancé, Bien sûr, qui a relancé la machine, ouais. Et qui a un peu accéléré les choses pour la Et ce qui a sortie. permis d'avoir un budget confortable en plus, assez confortable. Ouais, je sais plus. J'ai lu quelque part aussi, j'ai oublié à peu près. Combien c'était? Mais je crois, oui, c'est vrai que il faut que je vérifie ça, mais il me semble que c'est quand même 50 millions, bon un truc comme ça. Oui, ce qui est plutôt pas mal pour. Ce qui est pas mal, ouais. Alors, par contre, ce que j'ai lu, c'est que du coup, la Warner en attendait enfin, considérait ça comme un succès à 100 millions et que ça en aurait rapporté 70 ou quelque chose comme ça. Ce qui reste, somme toute, quand même, c'est pas dégueu. C'est très correct, oui, bien sûr. Pour un film d'horreur, enfin, après voilà, Stephen King, quoi, mais c'est pas non plus. Mais après, c'est vrai qu'en effet, avec les espoirs de ça, justement, qui avait très bien fonctionné, que les deux volumes avaient vachement bien fonctionné, évidemment, on pouvait s'attendre à ce que ça fonctionne aussi très bien dans la foulée aussi. C'est vrai. Et puis que ça touche d'ailleurs autant peut-être les millennials parce que film d'horreur dans la lignée de ça, adapté de Stephen King, et parce que ça pourrait toucher autant, potentiellement aussi les cinéphiles, adeptes du premier, en tout cas du Kubrick aussi, et pourquoi pas du bouquin de King aussi qu'ils auraient lu. Donc je pense qu'il y avait l'idée aussi de toucher plein de gens différents aussi, plein de générations différentes avec ça. Ce qui n'a pas forcément été le cas. Non, a priori non. Après, je sais pas trop. Faudra voir sur la. C'est un peu des films aussi qui des fois ont des secondes vies en vidéo, tu vois. Oui, bien sûr. Bon, bah là, il vient de sortir aux États-Unis en Blu-ray, quoi. Et donc en Director's Cut. Donc on verra si ça. Et donc je rectifie, j'en profite. Il dure 2h32 en version cinéma. Et donc 3 heures en version Director's Cut. Ok. Et il a coûté au passage en termes de c'était budget de 45 millions de dollars et il a rapporté 73 millions à peu près. Ouais. Du coup je sais pas, voilà, tu vois, je sais pas si j'avais vraiment vu les Director's Cut ou pas. Enfin, en tout cas j'avais pris une version chez mon Zinkou parce que voilà. Le fameux Zinkou, version UHD qui était pas dégueu, qui était assez cool. Donc en 4K, enfin en 4K. Oui, si, en 4K, ouais. qui était propre, ouais, qui était cool. Voilà. Bah écoute, je te propose que on va peut-être parler un peu du. Alors je sais pas, est-ce qu'on commence par parler du réel ou est-ce qu'on commence par parler de Stephen King, parce que. Bah peut-être que c'est pas mal de commencer par King pour le coup, vu que, en termes de jeunesse, c'est peut-être encore mieux de. Oui, c'est vrai, ouais, de commencer un peu. Alors bon, bah King, je pense que la plupart d'entre vous savent qui c'est. Même si vous n'avez pas lu forcément ses bouquins, vous avez forcément vu au moins une adaptation d'un de ses écrits, parce que King, je pense que c'est un des auteurs, il faudrait compter un peu, mais je pense qu'il fait partie des auteurs les plus adaptés quand même au cinéma et à la télé. Et vous avez peut-être vu des trucs sans savoir que c'était lui qui les avait écrits, dont il était l'auteur à la base, du type Stand By Me, ou même les évadés, voilà, qui sont réalisés par Darabont, même peut-être même Misery, parce que finalement en fait quand on regarde un peu, ou Un élève doué aussi, c'est vrai, un film de Bryan Singer qui est pas vraiment dans l'horreur, du coup un peu
un peu comme Les Évadés, ou La Ligne Verte, que tout le monde a vu. Enfin, en fait, quand tu regardes un peu la liste, là, c'est pour ça que je vais un peu principalement parler quand même des adaptations ciné. Quand tu regardes la liste des films qui ont été, je vais pas la faire en entier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est intéressant parce que il y a des très bons films dans le tas. Donc j'en ai cité là quelques-uns, mais je veux dire, Un élève doué, un très bon film. Christine, c'est un très bon film. Les Évadés, c'est sans doute un des meilleurs films. Et il est considéré d'ailleurs par la plupart des gens comme un des meilleurs films de tous les temps. Il est dans les classements, dans les tops, tu vois, des meilleurs films à côté de grands chefs-d'œuvre. C'est un très très bon film. Mais il a aussi participé à l'émergence, donc qui sont des films aussi bons, mais d'estime aussi de pas mal de jeunes réalisateurs en fait, qui sont un peu appropriés ses écrits. Il y a De Palma avec, alors je sais pas, il était pas si jeune, mais il y a De Palma avec Carrie en 76 quand même, donc je sais pas c'était quand même assez tôt dans sa carrière. Il y a Cronenberg qui a fait Dead Zone en 83, Carpenter qui a fait Christine la même année. Voilà, pour citer cela par exemple. Donc il a quand même je pense qu'il a influencé c'est comment Maximum Overdrive, non pas Maximum. Ça c'est son film à lui, ça. Ouais, c'est son film à lui. Non, je pensais à Duel en fait. Oui, Duel, en effet, ouais. Mais enfin voilà, donc c'est un mec, bon là, c'est un écrivain qui est quand même important dans la culture américaine. Et on peut en penser ce qu'on en veut, mais il a écrit des très très bons bouquins. En l'occurrence, ça, par exemple, moi, c'est un livre que j'ai lu assez jeune ado, quoi, genre à 14 ans, un truc comme ça, que j'ai adoré, qui m'a vraiment beaucoup marqué. D'où peut-être une certaine distance. J'apprécie l'adaptation cinématographique, mais le livre a vraiment, on en reparlera sûrement un petit peu après pour Shining, mais le livre a vraiment un impact quand t'as un livre comme ça, un impact sur toi, si tu veux, c'est compliqué derrière de retrouver les mêmes sensations à l'écran, c'est pas facile. Il écrit aussi il a écrit Running Man, qui a été adapté en film aussi avec Schwarzenegger dans les années 90. Je pense que tout le monde oubliait ce truc, une espèce sous le pseudonyme de Richard Bachman. Et King, donc ça raconte l'histoire d'une espèce de jeu télévisé ou une course à la mort, quoi, où les gens passent des épreuves comme ça, mais avec le risque de mourir, quoi. The Running Man. Mais livre que j'ai lu et que j'avais trouvé plutôt cool. Et il écrit des très bons bouquins comme La peau sur les os, des recueils de nouvelles qui sont on en parlait tout à l'heure, Danse macabre entre autres, qui sont géniaux. Ouais, par exemple, voilà. Et Les Minuit et tout, il a écrit plein de petites nouvelles qui sont vraiment, et encore récemment d'ailleurs, j'ai oublié le titre, mais c'est un des trucs que j'ai lu de lui aussi. Mais oui, c'est vraiment intéressant, où des fois d'ailleurs il part dans des trucs, ça peut être du polar pur, ça peut être du fantastique, mais un peu dans ce que peut faire Neil Gaiman par exemple. Donc c'est un mec intéressant, Stephen King. Alors il a créé aussi La Tour Sombre, qui a donné un film tout pourri. Ah, c'était à chier ça, ouais. Ouais, qui était vraiment nul. Alors ça j'ai jamais lu, mais c'est un truc qu'il faut que je lise parce que c'est un peu son. Donc c'est plutôt de l'heroic fantasy en l'occurrence. Mais a priori c'est son œuvre centrale parce qu'apparemment tout est un peu lié à La Tour Sombre, a priori. Il semblerait oui, c'est ça, ouais. Que tout ce qu'on peut voir un peu en ça, tout ça est l'Overlook aussi est relié à ça, enfin. est relié à La Tour Sombre, donc ça c'est du taf parce qu'il y a je sais plus combien il y a de volumes, c'est un peu mais il faudrait que je me lance. Donc voilà, donc Stephen King, mec très intéressant. Son fils fait des trucs intéressants aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai un trou, je sais plus, mais j'ai vu quelque chose de cool de lui il y a pas longtemps. Il y a Lock and Key, la série pour le coup qui est adaptée. Voilà. C'est ça que je cherchais, voilà. Il est scénariste, c'est Joe Hill. Il est scénariste sur Lock and Key notamment. Ouais. Il écrit des bouquins avec lui d'ailleurs, je sais plus lesquels aussi, Stephen King, avec son fils. On retrouve un peu Lock and Key, on retrouve typiquement un peu. Mais la série est cool. Influences de papa. Et la série est bien, ouais. La bande dessinée est plutôt. J'ai lu que le top 1 de la BD, mais la BD est plutôt cool aussi. Et donc voilà, ouais, donc King qui restera de toute façon. Après, on en pense qu'on en veut au niveau du. Il a été un peu, moi, quand dans les années 90, c'était un peu.
parfois, c'est pas qu'on se foutait de ta gueule, mais c'était vraiment considéré comme de la lecture. Bien sûr. C'est pas de gamme, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Alors que je pense pas en fait. Alors c'est sûr que de toute façon, j'ai jamais lu en VO, je veux dire. Ni en vélo, ni à vélo. Parce que oui, c'est compliqué. Mais non, mais je l'ai jamais lu en VO, donc je peux pas vraiment juger sa qualité d'écriture, si tu veux. Ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que il sait créer des personnages et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs chez Stephen King assez souvent, c'est que il sait créer des galeries de personnages vraiment auxquels tu t'attaches ou dans lesquels tu peux te reconnaître ou que tu détestes quoi, mais il y a toujours alors c'est très souvent, ça se passe très souvent dans le Maine. Donc tu as toujours aussi souvent des ambiances un peu de village où un peu tout le monde se connaît. Enfin, il a cette capacité là ouais, enfin, qui marche sur moi en tout cas, à décrire des personnages auxquels tu t'attaches assez vite, que tu comprends assez vite. Et du coup, c'est souvent des bouquins quand même si certains sont un peu dépavés. Alors, encore une fois, j'ai pas tout lu, hein. J'en lis un, ça me prend de temps en temps. Je trouve que c'est agréable à lire parce qu'effectivement, c'est peut-être pas hyper complexe, tu vois, dans l'écriture, mais ça se lit. Ça se lit comme on peut regarder un bon film de série B, et c'est même des fois, je pense enfin c'est même, je suis sûr, et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens essaient d'adapter certains de ses bouquins, c'est que il va quand même chercher dans des endroits, c'est ce qu'on aime chez Barker ou qu'on aime bien sûr. Chez des mecs comme ça, quoi. Il va, ou chez Poe ou chez Lovecraft, il va vraiment chercher quand même dans des endroits de notre psyché, nos fantasmes, et il arrive à tirer sur des cordes sensibles qui sont basées chez lui à chaque fois sur des trucs réels qui tordent avec le fantastique, et c'est souvent bien fait. Voilà, donc si vous avez jamais lu un bouquin de Stephen King, je vous conseille de commencer par lire des nouvelles, ouais, pour voir si ça vous plaît un peu. C'est super abordable à lire en fait, ces nouvelles sont si faciles. Ouais. Ah bah il y en a beaucoup qui se lisent assez vite, ouais, donc ça peut se picorer comme ça, et puis après il y a quand même il y a quand même quelques bouquins qui sont vraiment cool. Voilà pour le petit point un peu long sur Stephen King, où je pense qu'on n'a pas pris grand chose. Et justement, comme on va parler ensuite de Dr. Sleep, c'est bien. Est-ce que peut-être tu peux faire le lien avec le Kubrick pour le coup, avant peut-être que j'en vienne à Mike Flanagan, peut-être l'adaptation de Kubrick de Shining. Ouais, alors le truc, je vais le faire tout de suite, d'ailleurs, je vais vous le dire, parce que Dr. Sleep, d'ailleurs, c'est un... Alors, on va commencer par le début. Au départ, donc, Shining est un livre de... Alors, je sais pas s'il s'appelle Shining vraiment, le bouquin, ouais, sûrement. Un livre de Stephen King. L'Enfant Lumière, je crois. C'est sous-titré L'Enfant Lumière. Ouais, en français, il me semble. Qui a donc été adapté par Kubrick, je sais plus en quelle année, en 80. 80, ouais. Alors, faut savoir que King n'aime pas du tout l'adaptation. Alors, je sais pas depuis, mais n'aimait pas du tout l'adaptation de Kubrick. Alors que bon, je pense que je vous apprends rien, c'est un des films quand même à la fois mythique de Stanley Kubrick et de toute façon un des films de cinéma les plus connus et généralement qui fait l'unanimité en termes de chef-d'œuvre. C'est pas mon préféré de Kubrick, moi, personnellement, mais c'est un très très bon film. Et donc King n'aimait pas l'adaptation de Kubrick, mais alors pour une raison simple, c'est que, et je pense c'est un peu ce que je disais avec ça sûrement tout à l'heure aussi, et d'autant plus quand toi t'as écrit le bouquin, c'est que Kubrick se l'est approprié et il a surtout éludé toute une partie des choses qui tenaient vraiment à cœur, parce que c'est un peu autobiographique pour King, ce bouquin, qui lui tenait un peu à cœur, et du coup, bon bah voilà, il s'est pas retrouvé, il a pas retrouvé son bouquin, ni le message qu'il voulait peut-être faire passer, enfin en tout cas, dans le film de Kubrick. Et donc voilà, mais donc King a écrit une suite à son livre. Je crois que d'ailleurs il a essayé de monter un téléfilm tout pété d'ailleurs. Qui est dégueulasse. Je crois que c'est Mick Garris qui l'a géré, qui est Mick Garris, qui est le champion toute catégorie des adaptations de Stephen King. Je sais pas combien il en a adapté, mais un paquet. Après il avait les droits. Bon, bref. Et donc il écrit cette suite. Alors c'est pas par, je pense que, il a écrit cette suite en 2013, je crois. Oui, c'est vachement, c'est ça. Et c'est assez marrant parce que justement, moi c'est tombé. Alors je sais plus si je l'ai pris à la bibliothèque ou si ça a coïncidé avec. J'avais une tablette à l'époque, je me souviens plus. Je crois que je l'ai pris à la bibliothèque. Et ou de temps en temps, tu vois, ça me prend une fois par an peut-être de me lire un Stephen King, tu vois.
Parce que je suis à l'aise quand je lis un Stephen King, je suis habitué un peu, j'en ai lu peut-être, je sais pas, une petite dizaine, je pense. Donc tu sais, c'est le genre de truc où tu commences à lire et t'es tout de suite. Donc j'aime bien de temps en temps. Et là, j'ai dû tomber sur celui-là que j'ai commencé à lire, mais j'ai même pas. Alors j'ai pas lu le bouquin Shining. Ouais. Je dois avouer que j'ai pas revu le film depuis bien longtemps de Kubrick. Et en fait, j'ai commencé à lire ce bouquin et je me suis rendu compte quand même vachement tard dans le livre que c'était la suite de Shining, tu vois. Ok. Je me suis rendu compte super tard dans le bouquin. Je crois qu'il y a un moment, c'est dans le film d'ailleurs, je crois, parce que genre même le mot Shining ou je sais pas quoi, je crois qu'ils le disent pas. C'est dit assez tard, quoi. Tu sais, ça commence. J'empiète un petit peu, mais le Ouais, bouquin bien sûr. commence quand même pas mal sur. Enfin, dans mon souvenir, hein, c'est pareil, ça fait 3-4 ans que je l'ai lu. Commence plutôt avec les hippies et tout. Donc tu sais, tu te dis pas. Enfin, moi j'ai. Puis comme je te dis, j'ai pas lu le bouquin Shining et j'ai pas vu le film depuis très longtemps. Les noms me disent rien, tu vois. Et je te jure, je me suis rendu compte super tard. Et c'est marqué en plus derrière, tu sais, sur le 4e de couverture. Mais je l'ai Ouais. pas lu en fait. Moi, j'ai pris Stephen King, tu sais, j'ai pris le bouquin, j'ai commencé. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, c'était assez rigolo. Je me suis rendu compte très tard. Enfin, très tard dans le bouquin. Ouais, au moins au bout de 100 pages, 150 pages quand même. Ah oui, quand même, oui, Sur oui, un en bouquin effet, de ouais. 300-400, je sais pas, tu vois. Donc, et donc voilà pour la petite anecdote. Pourquoi je disais ça, moi? Ah oui, parce que. Oui, c'est ça. Donc c'est pour continuer sur. Et donc, et là, pour le coup, King, par contre, a travaillé, enfin, était partie prenante de la production et de la réalisation. Enfin, il avait un regard sur ce film-là. Voilà, sur l'écriture du scénario, même a priori. Mm. Et donc on arrive à cette suite, entre guillemets, mais ça, on en parlera un petit peu, de Shining, donc réalisé par Mike Flanagan, Mike ouais. Flanagan. À chaque fois j'oublie son nom. Donc toi tu veux nous parler un petit peu, parce que du coup moi j'ai regardé et Oui. c'est un peu sa filmo, et je dois bien avouer que je crois que j'ai pas vu un seul de Ah ces, oui, ah oui. de ces autres films. Il me semble pas. Ouais, Donc, je crois que je suis un fan, donc c'est pour ça je suis. peut-être qu'en parlant, tu vas en parler un peu. Donc dis-nous, c'est qui ce bon vieux Mike? Donc pour revenir à Flanagan, pour le coup, moi c'est vrai que j'ai découvert il y a quelques années déjà parce que alors je crois que c'est par le biais de Mad Movies d'ailleurs au passage, parce qu'ils parlaient justement de son premier film qui est sorti alors en DTV en France, puisqu'il y a 2 films de Flanagan qui sont sortis en salle, à savoir donc ce Dr Sleep et Ouija les origines qui a dû sortir aussi en salle, et Ouais. que du DTV ou du Netflix, parce qu'il est quand même pas mal produit par Netflix aussi. C'est intéressant, qui a commencé plutôt en cinéma d'horreur indé. Alors il y a 3 films qui sont pas sortis en France, que j'ai pas vu pour le coup, qui sont c'est voilà les seuls que j'ai pas vu avant son premier film. Ça s'appelle Make Believe, Still Life et Ghost of Hamilton, qui a du début des années 2000, mais j'ai pas trouvé, j'ai cherché partout, je pensais même pas qu'il existait à l'origine avant de chercher un peu. Et donc, le premier film que j'ai découvert de lui, alors c'est pour le coup c'est The Mirror ou Oculus, qui est son 2e film, qui date de 2013, qui est un film fantastique assez particulier, en fait, c'est un truc fait Flanagan, c'est un vrai auteur, moi je trouve, enfin, pour ma part, pour moi c'est un vrai auteur parce qu'il a des vraies obsessions, il a des vrais il a un vrai point de vue en fait sur le fantastique, et qui pour le coup peut être assez assimilable à celui de King, je pense, sur pas mal de points. Il a une approche très très humaine du fantastique déjà, c'est-à-dire que le fantastique émane plutôt de l'humain qu'autre chose, c'est-à-dire que quand il parle de hantise notamment, parce qu'il y a quand même beaucoup de films de hantise chez Flanagan, la hantise elle vient jamais de l'extérieur, c'est souvent les individus qui sont hantés par quelque chose, d'où l'idée de la psyché des personnages. Donc pour le coup c'est relativement proche de King, et c'est pas un gimmick comme tu peux avoir c'est James Wan par exemple dans Insidious, où c'est quand même un gimmick de dire par exemple que le petit garçon, c'est pas la maison qui est hantée, c'est le petit garçon, ou c'est plutôt un gimmick narratif. Là pour le coup c'est vraiment un vrai point de vue, une vraie posture en fait qui irrigue un peu tout son cinéma, et lié avec la question de la perception globalement aussi, sur le fait que le fantastique émane de la perception qu'on a du monde, cette perception elle est conditionnée par notre état d'esprit, par notre psychisme, etc. D'où le fait que même quand il fait des films qui sont un peu en dehors du fantastique, comme Hush par exemple, qui est un Home Invasion, qui a fait avec Netflix pour le coup, Hush,
même si c'est un film qui est pas du tout fantastique, qui raconte l'histoire d'une sourde maître qui se fait agresser dans sa maison par un mec lambda, enfin par un criminel, on sait pas qui c'est vraiment, mais qui va l'agresser, la harceler dans sa maison. Il va jouer principalement comme elle est sourde maître sur la perception qu'elle a de l'univers qui est autour d'elle. Donc finalement, il y a quand même ces obsessions-là qui sont toujours présentes en fait chez Flanagan, quand même il sort du fantastique. Et puis donc il y a cette obsession par rapport à la perception, pour l'inquiétante étrangeté aussi, pour ces éléments, selon la manière dont je vais percevoir les éléments du décor, ils vont me paraître fantastiques. Et après au spectateur d'adhérer ou pas avec ce point de vue-là. Ouais. Même si pour le coup, comme un petit peu comme King, parce que peut-être la différence entre tu disais tout à l'heure le Kubrick et King par exemple de Shining, c'est que d'un côté King, lui, quand il ouvre la porte au monstre, il ouvre la porte au monstre et le monstre, le fantôme, il est là. Là où Kubrick, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a peu apprécié le truc, c'est que Kubrick il maintient l'ambiguïté et si possible aller plus vers le côté réaliste et le côté psychanalytique que le côté purement fantastique. Alors c'est étonnamment, alors, je remodifie juste là-dessus 30 secondes. Étonnamment, a priori, de ce que j'ai lu, c'est pas tant le fait que... Parce que je pense que King, quand tu dis, il aime bien suggérer aussi quand même les monstres. Il aime bien suggérer aussi, c'est vrai. Un peu comme le fait Lovecraft en fait, tu vois, quelque part. C'est-à-dire que... moi je trouve, c'est que Lovecraft ne détaille pas tout le temps. Non, c'est vrai. Il détaille des bouts pour que tu puisses t'imaginer à quoi, enfin justement parce que c'est souvent indicible. Il y a ce côté un peu chez King, même s'il décrit de l'horreur pure, tu vois, ou même du gore des fois de temps en temps. Et je suis pas tant ça que je pense qu'il est dérangé, c'est justement c'est l'angle psychanalytique qu'a pris Kubrick, qui était différent de celui que lui avait. Parce qu'en fait King, en gros, Shining, c'est un peu l'histoire d'une famille qui subit l'alcoolisme du père de famille en fait. Bien sûr, du père. Mais c'était vraiment a priori la base de son bouquin et ça parle de vécu a priori avec son père et lui aussi King qui se cache pas, qui avait des gros problèmes d'alcool et de drogue pendant longtemps, même peut-être encore maintenant et donc voilà mais sauf que du coup l'angle qu'avait pris je pense que c'est pour ça que ça se trouve il en parlerait maintenant, peut-être qu'avec le recul mais à l'époque je pense que ça l'avait un peu blessé si tu veux, dans le sens où pour lui c'était assez personnel si tu veux, et peut-être qu'il n'a pas compris que Kubrick n'avait pas choisi cet angle-là pour raconter, parce qu'il raconte c'est une autre forme de tu comprends ce que je veux dire, c'est un peu une autre forme d'emprise en fait qui raconte Kubrick, c'est pas tout à fait la même quoi, c'est pas la... C'est pour ça que je disais plutôt que le monstre, en fait, même si tu le vois pas potentiellement chez King, même s'il le suggère, malgré tout, le monstre, le fantastique, il est là quand même, malgré tout. Là où dans le Kubrick, fondamentalement, tu pourrais, c'est vrai, comme tu le dis, très bien voir le film que par le prisme de l'alcoolisme et le fantôme ou la créature qui est dans l'Overlook. L'emprise, en effet, comme tu dis très bien, elle est peut-être que l'alcoolisme, ça pourrait se limiter à ça, fondamentalement, en fait, parce que, à l'exception de la version vraiment longue, du Shining de Kubrick, la version des Director's Cut, où il y a quand même quelques fulgurances où on voit plus ou moins les fantômes et où ils voient à peu près tous les fantômes. La version normale de base, on va dire la version cinéma, il y a pas où on sait que les fantômes sont effectivement là, c'est-à-dire qu'objectivement ils sont là, c'est pas juste affaire de subjectivité. C'est vrai. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que je disais, en fait, par exemple, dans ça, il y a, pour prendre l'idée de ça, il n'y a aucun doute sur l'existence du clown, en tout cas, à travers. Tout à fait. Même s'il est suggéré à des moments, mais il est là. L'élément fantastique n'est pas que métaphorique, quoi. Il est présent quand même. Non, il est présent totalement. C'était plutôt dans ce sens-là, voilà. Et c'est pour ça que quand tu vois d'ailleurs l'adaptation de Mick Garris qu'il a fait faire en téléfilm avec King, à la fin il y a en effet les buissons du jardin qui se mettent à bouger. Enfin, il y a des vrais monstres, pour le coup. Et c'est visuellement dégueulasse, mais ça c'est une autre chose. Donc pour voilà. Flanagan, je t'en prie, t'as raison de rebondir, au contraire. Donc je fais juste vite fait les trucs, je vais faire un commentaire très rapide sur tous les films parce qu'il y en a pas il y a pas beaucoup en fait tant que ça. Moi le premier que j'ai découvert donc c'est Oculus. Oculus c'est un super film qui fait pour le coup de perception et de temporalité. Et c'est sans doute un très bon film puisqu'il y a Katie Sackhoff dedans qui joue Starbuck dans Battlestar Galactica, que je suis en train de regarder comme je vous l'ai conseillé il y a quelques temps. Voilà, c'est juste pour ça que je viens juste de le voir. Ah oui, t'as raison. Voilà. Donc, c'est un très. Voilà, alors, c'est des films qui sont. C'est vrai qu'on a parlé peut-être à plusieurs reprises, je crois, sur les productions Blumhouse. C'est un film qui a été, il me semble, repris par Blumhouse, mais qui n'était pas dans un premier temps sorti sous le giron de Blumhouse.
C'est un film qui... Ça a l'air d'être Flanagan, un petit film, Ouais, c'est un petit film indé à l'origine. Je regarde en même temps, c'est pour ça que je te coupe pas. Ah non, mais t'as raison, au contraire, si tu peux rajouter des choses. Je regarde en même temps un petit peu. C'est un peu particulier, mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours cette... En plus de tout ce que j'ai dit avant, il y a toujours cette cruauté sous-jacente, c'est-à-dire que c'est jamais des films lisses, les films de Flanagan, c'est-à-dire que visuellement, il y a pas mal de PG-13, donc c'est-à-dire que visuellement, ça reste quand même relativement regardable, il n'y a pas trop d'effusion de sang, à part les derniers, je parle plutôt des derniers qui sont un peu plus, comme Dr. Sleep par exemple, qui se permet un peu plus de liberté à ce niveau-là graphiquement. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que la cruauté, elle est quand même très sous-entendue et elle est présente quand même de manière assez forte. Ça fait des films qui sont quand même assez durs globalement. Donc Absentia, très rapidement, je reviens sur Oculus. Donc Oculus, voilà, c'est un film très intéressant à voir sur la multiplicité de temporalité, sur la multiplicité de perception. C'était déjà plus ou moins un hommage à Shining, de toute façon, c'est évident, puisque ça racontait l'histoire d'une emprise dans une maison autour d'un miroir et le père finalement pétait un câble au fur et à mesure et devenait très violent par rapport à sa famille, vis-à-vis de sa famille. Et il était au Sam qui sortait du miroir, qui ressemble, alors qui est belle pour le coup, là où elle est plutôt laide dans Shining, cette femme qui est dans la baignoire et qu'on retrouve dans Dr. Sleep. Donc il y a quand même une proximité assez forte déjà avec le Shining de Kubrick, donc c'est pas forcément étonnant qu'il soit occupé de la suite. Donc le deuxième film que j'ai vu, c'est un film qui est pour le coup plus tôt que Oculus, c'est Absentia, que j'ai découvert un petit peu plus tard, mais qui est un film qui est antérieur à Oculus, que vous trouvez au passage Oculus, si vous le trouvez sur le titre The Mirror en France, au passage, ouais. Pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc Absentia, c'est un petit film indé, parce que pour le coup il vient du cinéma fantastique indé, et c'est un film très curieux pour le coup si vous voulez découvrir un petit peu les racines de ce que faisait Mike Flanagan. C'est vraiment un drame, c'est plutôt un drame domestique d'ailleurs, parce que ça se passe dans le cadre encore une fois du couple. Donc c'est vraiment dans un cadre très microcosmique, et vous avez au passage tout un fond en fait, une sorte de mystère Lovecraftien qui plane un petit peu au-dessus de tout ça, avec des monstres arachnéens dans une sorte de tunnel étrange dans une ville qui est traitée avec beaucoup de naturalisme. Donc c'est vachement intéressant aussi Absentia. Donc c'est un film très calme, ça prend beaucoup son temps, mais c'est un film d'ambiance, ça pose déjà un petit peu les jalons sur la perception, encore une fois, de la manière dont elle peut biaiser le réel, etc., sur une approche encore une fois très humaine, où les monstres et les créatures sont toujours l'émanation de la psyché humaine et des personnages. Donc ce sont des films de personnages, les films de Flanagan, tout le temps en fait. C'est pas, encore une fois, le fantastique n'est pas un faire-valoir, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour pouvoir décrire des relations, les psychés des personnages. Donc il y a un côté très expressionniste sur ce fond-là, avec des guillemets. Ensuite, pour le coup, c'est plutôt des films qu'on trouve sur Netflix. Il a réalisé au passage Pas un bruit, donc je parlais tout à l'heure, ce qu'il appelle Hush, qui a été traduit en fait par Pas un bruit, qui est pour le coup un Home Invasion. C'est son seul film, on va dire, non fantastique à proprement parler, qui raconte l'histoire d'une romancière sourde-muette qui est seule dans sa maison un peu isolée et qui se fait harceler par un type pendant toute une nuit. Elle va essayer de s'en sortir. Donc c'est pas fantastique comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vachement intéressant parce que ça joue beaucoup justement sur le travail sonore et le travail des sens globalement, et sur la manière dont on peut ressentir le phénomène de cette agression extérieure lorsque justement on est amputé de certains sens. Donc le film est intéressant, c'est pas son meilleur, mais je trouve que c'est assez tendu, ça fonctionne très bien. Et encore une fois, c'est son seul film non fantastique, pardon. Ensuite, alors un autre film qui est qu'on trouve aussi sur Netflix, et je pense que c'est son meilleur jusqu'à maintenant, qui est moi celui que je préfère, s'appelle Ne t'endors pas, ou Before I Wake, avec Thomas Jane. Qui est un film absolument magnifique pour le coup, et qui pour moi voilà de loin son meilleur. C'est un film qui raconte l'histoire très rapidement d'un couple qui subit le deuil d'un très jeune enfant, et qui va décider d'adopter au bout de quelques années en parlant correctement. Il adopte un jeune garçon, et on se rend compte que ce jeune garçon, lorsqu'il rêve, ses rêves se matérialisent dans la réalité. Et donc progressivement ils vont utiliser en fait cet enfant en leur parlant de leur enfant décédé pour qu'ils puissent rêver de cet enfant qu'ils avaient, et qu'il réapparaisse et qu'ils puissent reprendre contact avec lui. Donc ils vont utiliser ce jeune enfant comme un moyen pour arriver à leur fin. Sauf que cet enfant-là, bien sûr, il a un passé qu'on ne connaît pas, et qui vont lui amener moult cauchemars, et de fait les cauchemars vont se matérialiser aussi. Donc c'est un alors vraiment pour moi c'est un des plus beaux films qu'il ait fait. C'est absolument magnifique, c'est une très belle histoire. C'est pas tant un film d'horreur, c'est pas tant un film fantastique, c'est un drame fantastique au sens un peu plus large, mais c'est hyper bien géré. C'est très très beau, les visions fantastiques sont magnifiques, le boogeyman du film aussi est visuellement très très intéressant. Donc voilà, c'est un très beau film. Alors ça, c'est un poil cucu parfois, mais il y a tellement de sincérité dans les émotions que moi je trouve le film sublime, et je vous le conseille très très fortement. Et à noter au passage que dans tous ces films-là, que c'est intéressant parce que Mike Flanagan aussi, c'est un type qui s'est construit une sorte de famille d'acteurs aussi, qu'on retrouve très très souvent dans ses films. C'est toujours les mêmes en fait qui tournent. Et au passage dans Dr. Sleep, il y en a pas mal qui apparaissent en tant que
souvent en tant que figurant d'ailleurs, et c'est assez rigolo de les retrouver ici. Une actrice très jeune qui s'appelle Lulu Wilson, qui est assez brillante aussi dans ses films et qui l'a fait révéler au travers de ses films. Donc ensuite, pour le coup, je vais revenir aux 2 derniers films avant Dr. Sleep. Un autre que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, n'excite pas trop en termes de titre, qui s'appelle Ouija les origines, qui est le préquel d'un film complètement à chier qui s'appelait Ouija, mais c'était une merde. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas non plus. Mais je pense que c'est un des films où c'est rare de voir une suite ou un préquel pour le coup, où il y a autant de différences de qualité entre l'original et le préquel. Le film de base était une merde, mais je crois que j'ai rarement vu ça, opportuniste, tout ce que tu veux, c'était dégueulasse. Je sais même pas qui a réalisé ça, mais ça vaut même pas le coup de savoir. Je l'ai pas vu, mais rien que la promo à l'époque, enfin tu vois le peu de promo qu'il y a eu, je me dis mais qu'est-ce que, enfin, pour moi ça s'est noyé dans tous les trucs. Mais c'est pire que, enfin, pour moi c'est pire que les pires Blumhouse qu'on a pu voir. Hein. Donc pour moi c'est vraiment la lie du cinéma d'horreur récent avec tous les défauts qu'il peut y avoir. Et lui, il en a tiré pareil, un petit peu dans l'esprit de Before I Wake, une sorte de drame fantastique en fait pour faire un préquel, où pour le coup on raconte les origines de cette table Ouija et c'est vachement intéressant parce qu'on suit plutôt une famille. Donc pareil, il est toujours dans ce domaine familial, très souvent sur ce cocon familial. Et l'idée c'est de travailler sur une femme qui est une médium. Mais qui est une fausse médium, on l'apprend dès le début en fait, qu'elle triche avec ses 2 filles en fait pour pouvoir essayer avec tout un fond sur la morale qui est intéressant, sur le fait qu'elle a envie de le faire parce que pour elle, même si elle triche, ça fait du bien aux gens dans leur deuil. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 personnages, donc 3 femmes, la plus jeune fille, la fille adolescente et la mère, et il y a 3 sensibilités, 3 visions de ce qui se passe qui vont être confrontées. En fait, la petite fille qui va fonctionner dans cette idée de rentrer dans le rêve de la médiumnité, de pouvoir voir les fantômes, leur père qui est décédé en plus, donc de pouvoir reprendre contact avec ça, l'adolescente qui est en rébellion et qui va se poser des questions morales sur le fait est-ce que c'est bien de faire ça, et la mère qui est contrainte et forcée de faire ça parce qu'il faut qu'elle gagne sa vie et qu'elle doit gérer ses 2 petites filles et qu'elle a plus de mari, donc elle doit gérer ça toute seule et porter ça toute seule, et elle n'arrive pas à porter son deuil déjà. Donc on a ces 3 points de vue qui vont on va dire qu'ils vont se mettre autour de ce charlatanisme en fait, sur ce phénomène qu'ils vont créer, et c'est un super beau film. Alors pareil, ça souffre de pas mal d'éléments qui sont propres un petit peu à l'horreur récente et à la manière d'aborder le fantastique, mais moi j'aime bien la manière dont il le fait. Il y a peu de Mike Flanagan, c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même relativement peu de jumpscare dans son travail, c'est plutôt un travail d'ambiance globalement. Et Ouija l'origine est un vrai travail sur l'ambiance, puisque aussi c'est très inspiré du cinéma d'horreur des années 70. Il y a moult références à l'Exorciste, notamment des plans qui sont repris complètement à l'Exorciste. Donc c'est moins trash, hein, évidemment, c'est beaucoup moins trash et c'est beaucoup moins bon que l'Exorciste, évidemment. Mais c'est une vraie déclaration d'amour à tout ce cinéma-là. La photo est magnifique. Et même si le film est relativement soft visuellement, moi je trouve la fin d'une cruauté absolument inouïe. Même si on voit rien, encore une fois, tout est sous-entendu. Mais c'est assez horrible en fait. Le destin d'un des personnages principaux, et je trouve, est d'une cruauté assez folle. Et c'est rare de faire ça dans un film de studio comme ça. C'est produit par Universal. Donc non, c'est un film vraiment très cool. Vraiment, si vous avez l'occasion, c'est très beau et c'est un bel hommage au cinéma fantastique, sans le côté opportuniste ou. Est-ce que ça marche? T'es obligé de voir l'autre quand même pour te rendre compte de non, ce que je veux dire, pour que ça balance, ou c'est non? Non, il faut pas voir. Ça sert à rien de voir l'autre. Ok, d'accord. Il vit tout seul, quoi. Il y a pas besoin de. Voilà, c'est vraiment un préquel qu'il a fait, mais tout est opposé en fait. Tout fonctionne parce que tout ce qui fonctionnait pas dans l'autre fonctionne là. Donc c'est vraiment un film étonnant. Et puis ça révèle une petite actrice qui est assez géniale, qui s'appelle Lulu Wilson, qui rejouera dans ses projets futurs, qui a grandi maintenant parce qu'elle est ado, mais pour le coup, qui joue la petite fille qui est possédée dans le film et qui est absolument brillante à voir en VO absolument, parce qu'elle est géniale, cette actrice. Et voilà, ça permet aussi, toujours encore une fois de constituer ça, puisque ces acteurs qu'on retrouvera, cette famille un petit peu d'acteurs qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Et donc les 2 derniers projets, oui. Tu vas arriver à Jessie là, je pense. Non. Ouais, Jessie pour le coup, qui est sorti sur Netflix aussi. Du coup, j'allais juste. Et certainement sur mon film. J'allais juste justement faire une petite parenthèse là-dessus, parce que là, en t'écoutant, je recherche un peu, tu vois, j'apprends en même temps. Et je suis tombé sur un truc marrant, c'est ce mec en fait est de la même année que moi, donc c'est un yeuve. Il est de 78. Alors c'est marrant parce il est né à Salem. À Salem, ouais, c'est marrant. Donc c'est dans le Massachusetts, je crois que c'est. Et ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est drôle parce que donc là je disais un bout d'interview là en même temps. Il dit qu'il a découvert ça en CM2.
donc à peu près au même âge que moi, plus ou moins, mais qui disait qu'il était assez flippé, tu vois, genre que quand il voyait le clip Thriller de Michael Jackson, il se cachait derrière le canapé et tout, et il a trouvé ça à la bibliothèque et il s'est dit, bon, ce sera pas plus traumatisant qu'un film d'horreur, et il dit, j'avais vraiment tort, ça a ouvert une porte qui a changé ma vie. Et donc il est devenu fervent lecteur de Stephen King, quoi. Voilà, c'était juste pour. Mais il cite Jesse parce qu'il cite quelques livres, il cite Le Fléau, qui est pour le coup Le Fléau, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est un très bon téléfilm d'ailleurs, qui va peut-être être remaké, mais qui fait partie de ces bonnes adaptations comme La Ligne Verte par exemple. Même Cimetière, je pense Cimetière aussi qui était Cimetière, ouais. Mais Le Fléau c'était intéressant parce que il est long le truc, tu sais, c'est un téléfilm, oui c'est vrai. 3 parties. Oui, c'est comme les téléfilms du Mongolier ou genre de choses qui étaient sorties à la même époque. Ouais, mais il doit durer pas loin de 6 heures, je crois, Le Fléau en tout. Enfin, c'est une espèce de mini-série, quoi. Mais en gros, c'est 3 téléfilms, je crois, je sais plus. Enfin, bref. Après, ça a peut-être super mal vieilli, j'en sais rien. Et donc, il cite pas Salem, forcément, Shining, La Ligne Verte et Jesse. Alors, je l'ai pas lu celui-là, et du coup, je crois que j'avais commencé à regarder le film et j'ai pas continué. Je sais plus pourquoi, mais tu vas peut-être me dire. C'est pas fondamentalement c'est pas son meilleur, hein, je pense. Moi, Jesse, je trouve qu'il y a plein d'idées de mise en scène cool parce qu'il essaie quand même de jouer avec le côté huis clos. Quand il fait vraiment des séquences horrifiques, il y arrive bien. Je trouve que le film est très bien géré, ces séquences horrifiques, et je trouve que le final est assez bien amené, en fait, même très bien amené. Parce qu'il est, il est beaucoup aimé par les fans de Stephen King, Jesse. Le roman, pour le coup, l'adaptation. Parce que l'adaptation en cherchant tout à l'heure, je suis tombé sur des trucs qui disaient que ça faisait partie des. Mais c'est un bon film, hein, c'était une bonne surprise. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite promo autour de ça. Il y a eu un petit. C'est pour ça que je l'avais sûrement. Enfin, j'ai peut-être arrêté de le regarder parce que je me suis endormi devant ou je sais pas quoi. C'est pas. J'ai peut-être pas fait attention. Mais... Oui, mais en plus ça arrive, ouais, tout à fait, sans forcément que. Mais non, mais j'ai lu à plusieurs endroits différents. Hein. J'ai lu à plusieurs endroits différents que ça faisait partie des adaptations assez plutôt aimées des fans. Parce qu'il y a des fans hardcore de Stephen King, attention. Oui, et puis ils rigolent pas, justement. On dit ça, j'ai adapté. Donc... Mais le film, et moi, c'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est pas forcément son plus réussi, parce que moi, j'ai l'impression qu'il est un peu engoncé dans le bouquin de King. Et alors, peut-être parce que c'est sa première adaptation de King direct et qu'il est peut-être pas à l'aise, il a peur de mal faire. Moi, je trouve que c'est un film qui manque un peu de folie, mais qui manque un peu de fulgurance de mise en scène, tout ça. Ouais. Mais j'aime bien, le film est profondément sympathique. Pareil, les deux acteurs principaux qu'on retrouve, alors dont un qu'on retrouve au passage dans Dr. Sleep, mais la jeune femme, on la retrouve dans sa série aussi, parce qu'il y a quand même sa série qui est importante aussi à citer, qui est Haunting of Hill House, qui est pour le coup une série absolument brillante, moi que j'adore vraiment beaucoup, mais du fond du cœur. Que j'ai pas regardé, qu'il faut que je regarde. C'est une très très belle série, vraiment, et un très très beau. C'est comme un film de hantise de 12 heures, mais avec un nombre d'idées, notamment un travail sur le plan séquence que je trouve assez dingue. Il y a un épisode intégralement plan séquence, alors, où ça pourrait paraître gimmick, mais c'est pas gimmick parce que pour moi il y a un mélange de temporalité. En fait, l'idée c'est de faire continuer le plan séquence au-delà des différentes, enfin entre les temporalités, donc ça crée le lien vraiment indéfectible entre les deux époques. Donc moi je trouve que le plan séquence là, on a pu dire que c'était un peu exercice de style. Moi je trouve que c'est un vrai sens dans ce qu'il fait là. Il le fait à ce moment-là et c'est un sens vrai pour pouvoir encore une fois lier ces deux temporalités différentes de manière indéfectible et immuable. Donc voilà, Jesse c'est pas le meilleur, mais ça reste un beau film pour le coup, et pour le coup The Haunting of Hill House, pour terminer là-dessus, qui est je pense enfin moi un truc qui restera, je pense. C'est vraiment une série qui est vraiment brillante sur tous les points. En plus c'est lui qui gère absolument toute la série, c'est-à-dire qu'il délègue pas, il n'est pas que showrunner, il délègue pas à d'autres réalisateurs, c'est lui qui réalise l'intégralité, et il prépare d'ailleurs au passage une saison 2 actuellement. C'est un gros succès ça, hein. Ah oui, c'était un succès de fou, hein. Parce que ça a même dépassé le cadre du c'est vrai que je l'ai pas regardé, mais c'est assez rare quand même que ce type de série. Ouais. Parce que ça n'a pas été en plus. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu une promo de ouf comme on peut avoir des fois sur les séries Netflix, tu vois. Et ça a été quand même. Les gens en ont parlé pendant plusieurs semaines. Enfin, ça a très très bien marché sur Netflix et encore une fois, hors du cadre d'habitude. Quand même relativement fermé des amateurs d'horreur, tu vois, ou trucs comme ça, quoi. Donc c'était même une grosse génération, quoi. Non, mais c'est un type qui aime ça, en fait. Tu sens qu'il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas d'opportunisme derrière ça. Il le fait parce que ça lui plaît, parce que ça l'éclate de le faire, et parce qu'il a des histoires à raconter, quoi. Et je pense qu'au passage, ça a pu plaire à beaucoup de gens, parce que je pense que tu as plein de
portes d'entrée différentes. En fait, je suis pas sûr que et je pense qu'il a réussi à fédérer autant les vrais fans de fantastique, les fans de King, que les gens qui sont pas forcément habitués à fantastique, mais qui voient le prisme de ces personnages aussi, qui vont les toucher par le biais de tous leurs dilemmes moraux, leurs dilemmes. Donc il y a tous ces trucs-là, je pense, qui raccrochent malgré tout, et qui est très King, hein, pour le coup. Moi, je trouve que Hunting of Hill House a quelque chose de très Stephen King, en fait, sur plein de points. Ouais. Donc voilà, à peu près, je crois que j'ai fait le tour aussi un peu long aussi de Mike Flanagan. Mais je t'enverrai parce que je le lis en même temps, mais je vais pas vous citer tout l'interview, c'est marrant. Et je suis tombé je tombe régulièrement sur sites quand je cherche des trucs sur Stephen King, sur un site qui s'appelle clubstephenking.com. Oui, il est très bien, très bon site. Depuis 1992, s'il vous plaît. Et dans l'interview de Flanagan est plutôt cool, notamment sur Jesse, où il parle que c'est un livre qu'il a lu assez jeune, il était au lycée, et qui disait une phrase, je sais plus, je l'ai perdu, mais où il disait en gros, c'est typiquement le genre de truc que j'adorais, mais que je me disais impossible à adapter en film. Et voilà, donc j'ai dit ça en diagonale, donc vous pouvez le retrouver, hein, vous tapez Mike Flanagan, Club Stephen King. Mais c'est vrai qu'il est bien ce site, je tombe souvent dessus, et c'est un vrai signe de fan assez hardcore. Ça, oui, c'est ça. Et c'est bien écrit en plus. Ouais, bah là c'est pas mal, les questions sont intéressantes. Bah, il parle, bref, ça parle de Hill House et tout, mais bon, j'ai pas le temps de. Je vais pas vous lire un article que c'est pas moi qui ai fait, ce serait un peu quand même. Bah, limite, je vais mettre le lien en description de la vidéo, comme ça, ouais. S'il y en a qui sont intéressés. Ouais, carrément. Donc voilà, alors oui, donc on a fait un bon petit tour de. Alors c'est cool parce que, alors déjà, ça me donne envie de. Faut que je le regarde, Hunting of Hill House, et que faudrait que je regarde Jesse quand même, parce que je refasse l'effort de regarder, parce que. Et peut-être ces autres films aussi, mais du coup pour moi c'est une porte d'entrée peut-être un peu plus. Oui, donc bien sûr. Parce qu'il me semble que je l'ai lu aussi le bouquin, alors je me souviens plus, et ça remonte à très loin, mais il me semble que je l'ai lu plus. Donc il faudrait que je lui redonne sa chance. Bah écoute, on va commencer à peut-être attaquer le morceau. J'ai envie de te dire. Oui. Bon, j'espère que sur le chat, je pense que ça a marché, ça part bugger, j'ai l'impression. Si vous êtes toujours là, parce que, alors, je fais juste je faire un petit point parce que je revois les noms. Bah voilà, c'est cool qu'on est habitué à voir, donc ça fait plaisir que vous soyez là, les gens. Ah, d'ailleurs, il y a l'ami Steve qui est passé aussi au passage, donc je profite pour saluer Steve aussi, qui a eu Dr. Sleep qu'il avait commandé, voilà, un steelbook, etc. Donc je lui passe le coucou, j'en profite. Bah, tu vois. Bon, on est un peu moins nombreux que d'habitude, mais c'est normal, le confinement est fini, et oui. puis on est plus en mode, mais donc c'est cool que vous soyez là, ça fait plaisir. Oui, merci à tout le chat de présent. Donc oui, donc ouais, on va passer un peu au gros morceau. Après cette longue intro, on vous a parlé des créateurs de Stephen King et de Mike Flanagan. Donc, je sais plus d'ailleurs trop où on était, mais on était en train de commencer à parler du film. Je pense qu'on... Comment tu veux commencer ça? On commence à parler... Peut-être faire un truc... Peut-être le synopsis, c'était rapidement, comme on disait au début. Ouais, je vais te laisser faire, si ça te dérange pas. Non, du tout. Bah, c'est relativement simple, parce que c'est une suite directe à Shining. D'ailleurs, le début nous relance avec une séquence reprise que Flanagan a reprise vraiment de Shining, à savoir quand Danny est en train de faire se balader avec son tricycle dans les couloirs de l'Overlook. Et on est balancé assez vite, une quarantaine d'années après, 40 ans après, il me semble, hein, si je me trompe pas, avec Danny adulte, dans son lit, à poil avec une jeune femme, elle aussi à poil, elle qui s'est vomi dessus. Et on va découvrir ensuite, fondamentalement, c'est ça la promesse, c'est de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe après Shani, et qu'est-ce qui est devenu le personnage de Danny. Et en parallèle de ça, on va découvrir donc Danny et sa vie, en fait, qui a récupéré de fait l'alcoolisme de son père, parce qu'il s'est clairement posé qui est alcoolique pour le coup. En parallèle, on va suivre un second personnage qui est une petite fille, alors dont on ne sait pas grand-chose au début, on suit sa vie un petit peu, et on se rend compte assez vite qu'elle a des dons particuliers, et que ces dons particuliers sont assimilables au Shining, un petit peu comme le personnage de Danny, sauf que Danny, lui, au passage adulte, a mis un petit peu en silence le Shining,
le revoit très rarement, revoit son ami. Alors, je me rappelle plus du nom de son ami noir dans. Son mentor, ouais. J'ai un trou de mémoire sur son prénom. J'ai oublié aussi, attends. Avec qui il parle de temps à autre, qui lui apparaît de temps à autre. Mais pour le coup, voilà, ça reste relativement, voilà, il enferme un petit peu ce don-là pour ne pas reprendre contact avec ça. Il l'enterre aussi sous l'alcoolisme d'ailleurs. Et donc en parallèle, voilà, vous suivez cette jeune fille, très jeune fille adolescente. Alors d'abord on la voit au passage dans son enfance et on la voit un petit peu évoluer avec ce don particulier jusqu'à la retrouver à son adolescence, donc à la même époque où on retrouve Danny. Et bien sûr leurs chemins vont se croiser puisqu'ils sont, enfin en tout cas la jeune fille en tout cas dans un premier temps est pris pour cible par un étrange groupuscule de hippies qu'on verra très vite être des vampires qui défendent ayant le Shining pour avoir la vie, on va dire, pas éternelle, mais pour en tout cas allonger leur durée de vie de manière considérable. Voilà grossièrement un petit peu ce qu'on va voir, puisque fatalement en fait au bout d'un moment donc Danny va croiser le chemin de cette adolescente et va essayer de la sauver des griffes de ce groupuscule, en gros. Et qui sont vraiment des hippies. Alors dans le bouquin, ouais, quand j'ai commencé le livre, c'était assez marrant d'ailleurs, cette bande de hippies qui est vraiment décrite comme une bande d'espèces de hippies un peu pas survivaliste, mais tu sais, comment dire, très proche de la nature et de la civilisation. Ouais, les hippies modernes, tu vois, comme il y en a qu'on connaît tous, comme il y en a beaucoup, tu vois, les gens qui vivent un peu des marginaux, si tu veux, oui, qui sont en communauté, tu vois. Et c'est marrant dans le bouquin parce que moi au départ, encore une fois, ne sachant pas ce que je lisais et étant enfin voilà, pas du tout dans l'état d'esprit de la suite de Shining, j'avais même plutôt tendance à me dire que peut-être ça m'a fait penser à un autre livre, en fait, un livre de George R. Martin dont j'ai oublié le nom. C'est une histoire de vampires sur le Mississippi, et un peu pareil, mais qui font leur vie, tu vois. C'est une communauté et finalement bah, ils sont obligés alors bon, assez vite tu te rends compte que quand même c'est assez dégueulasse, tu vois, mais il y a tout un truc au début, notamment quand il récupère la gamine là, la nouvelle venue là, dont j'ai oublié le nom dans le film, la petite blonde là. Oui, tout à fait, oui. Ouais, il y a ce côté vraiment où plutôt tu te dis tiens, c'est juste des gens qui sont hors système finalement et qui ont une certaine forme de pouvoir qui peut s'apparenter à du vampirisme, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est plus tard qu'on. Alors dans le film, c'est pas amené tout à fait de la même façon. Alors encore une fois, c'est dans mon souvenir dans le livre, hein. Peut-être que je me trompe. Dans le film, c'est un peu plus. Ils paraissent assez inquiétants et dégueulasses assez vite, si je me souviens. Oui, bien sûr. Bah, dès la première séquence, puisqu'on les voit déjà kidnapper, bouffer une petite fille dès le début, en fait. Ouais. La toute petite fille. La première séquence du film, d'ailleurs, c'est ça, je disais, c'est la première séquence qu'on voit, c'est quand il chope une petite fille qu'il la dévore dans la forêt. Ce qui est peut-être le cas dans le livre, mais bizarrement, ça n'avait pas laissé le même sentiment, tu vois. Ouais. Enfin, ouais, comme quoi. Et donc voilà, oui, c'est ça le synopsis, en gros, c'est ça, quoi. C'est que, en fait, Danny, qui est devenu grand, va rentrer en contact finalement avec une autre petite fille, enfin, une adolescente plutôt. Alors je sais plus trop comment ça se passe non plus, faut me le redire, mais tu vois il va se retrouver en contact et replonger, être obligé aussi de réadmettre ses pouvoirs en fait quelque part. Oui, tout à fait, c'est ça. Qu'il a mis en veille avec l'alcool. Et comme de toute façon, au passage, on dit on va spoiler hein, dans tous les cas, de toute façon, la confrontation ira jusqu'à effectivement un retour à l'Overlook. Même si de toute façon c'était attendu, au passage, je sais pas, je pense pas que ce soit un spoil monstrueux, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un retour à l'Overlook au bout d'un moment dans tous les cas. Ah bah je pense oui, quand tu regardes le film et que tu sais que c'est la suite de Shining, je pense que oui. C'est même plus ou moins sous-entendu quasiment du départ finalement. Oui. Qui se bat pour pas que ça arrive quand même. C'est que Danny lui, a priori il a pas trop envie que ça se passe, mais voilà. Mais on est habitué à ce genre de scénario et tu te dis s'il a pas envie que ça se passe, ça va forcément arriver. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Sinon il n'y a pas d'histoire. Et ouais, donc le plot un peu c'est ça. Alors c'est marrant parce que
Je pense qu'on va rentrer, peut-être qu'on va parler un peu des acteurs. Donc Danny est joué par Ewan McGregor, qui est bon là-dedans, enfin je trouve en tout cas. Ouais. Est-ce que, enfin, c'est peut-être une bonne idée aussi de l'avoir. Parce que déjà sa performance est plutôt cool et c'est plutôt une bonne idée. Il y en a plein un peu comme ça, des bonnes idées d'avoir un visage vraiment connu pour finalement incarner un gamin qui est un des gamins les plus connus du cinéma quand même malgré tout. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas une mauvaise idée et du coup je trouve que ça fonctionne. Voilà. Et le casting en règle générale d'ailleurs est quand même assez cool. Alors comme d'habitude j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas noté les noms des gens, mais il y a son pote avec qui il travaille, qui va amener avec lui un peu dans son histoire chelou. J'aime bien cet acteur là, j'ai vu dans des séries et tout, je trouve qu'il est cool. Qui joue dans Fear the Walking Dead entre autres, ouais. Ouais, par exemple, ouais, et puis dans d'autres trucs, je l'ai vu. J'ai dû le voir dans des films aussi un peu, dans des petits films peut-être de SF ou de. Et donc voilà, non mais le casting général est plutôt bien. Et même au passage, le casting pour reprendre les rôles de l'original, c'est-à-dire le personnage qui joue sa mère, qui est moins dentu, on va dire, que l'actrice originale, mais qui colle assez bien physiquement, et celui qui reprend le rôle de Nicholson. Et en plus, c'est bien amené parce que on peut le dire maintenant parce qu'il dit que c'est pas lui en fait. Et alors, je sais pas, ça j'ai pas de souvenir assez précis du bouquin, mais c'est marrant comme il le fait en tout cas parce que du coup ça aide aussi à accepter le fait que ce soit pas Nicholson quoi. Oui, ouais, tout à fait, oui. Et c'est plutôt malin. Mais ça, il y a vraiment des trucs assez malins là-dessus. Donc on est sur un casting solide où ça joue bien, ça se prend au sérieux, enfin ça se prend au sérieux dans le sens où les acteurs sont investis quoi. Il y a pas, ça fait pas cheap du tout quoi. On est sur une production du niveau de ça ou ce genre de truc quoi. On n'est pas sur un petit film d'horreur rigolo, enfin rigolo. Peut-être la première Ouija quoi. Ah oui, non, bien sûr. Et puis même, il y a une vraie ambition même pour la reconstitution même de l'Overlook, par exemple, qui est quand même assez bluffante visuellement. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont... Je pense, moi, quand je vois toute la dernière partie, bon, là, c'est un peu accéléré, mais quand on voit la dernière partie qui est dans l'Overlook, finalement, je veux dire, ça n'a pas à rougir par rapport à ce qu'a fait Spielberg en termes de production design dans Ready Player One, par exemple. Je trouve que ça reste quand même super chiadé et tu y crois, quoi, ça fonctionne. C'est... Et alors, c'est vrai que on peut parler de la réal, ouais, c'est que moi je l'ai lancé. Forcément, c'est un truc qui fait un peu peur. J'étais déjà pas sûr en ayant le livre et en ayant su quand même à la fin que c'était la suite de Shining. Qui m'a assez plu, hein, le bouquin m'a assez plu. Hein, c'est pas, j'en ai pas un souvenir mémorable, mais qui m'a relativement plu. J'étais pas sûr du bien fondé forcément. Devoir apporter forcément une suite à Shining. Et au tout début, le film, quand il a commencé et tout, je me suis dit, je sais pas, il y avait je sais pas si c'était la photo ou le cadre, ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui me dérangeait un petit peu, où je me disais, mince, ça part dans quelque chose de très convenu, tu vois, qui me plaît pas trop, et en fait, assez vite, il y a une ambiance qui se dégage parce que par la musique il te rappelle par petites touches d'où ça vient et qu'est-ce qu'il veut te raconter, et en fait visuellement assez vite ça devient intéressant et là on va pouvoir en parler, on va rentrer dans le dur je pense assez vite. C'est que c'est la suite de Shining. Alors c'est un film intéressant pour moi parce que c'est la suite de Shining le livre, mais aussi la suite de Shining le film, mais tout en étant une réinterprétation. En fait, il utilise visuellement, enfin, il reprend des codes et des visuels musicaux. La musique de Wendy Carlos. Même de narration de film, si tu veux, de cadre et tout, du film Shining, mais pour raconter la suite du livre, en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Moi, ça m'a plu, ça.
C'est pour ça que quand tu parlais de Ready Player One juste avant, c'est à la fois un hommage à Kubrick, dont Stephen King n'a pas aimé l'adaptation au cinéma, mais il arrive à se faire ce truc un peu d'équilibriste, parce que c'était un film tellement important, Shining, de pas être ridicule quand il cite le film de Kubrick, de le faire de manière qui montre qu'il a très bien compris le film de Kubrick, et quand il réutilise certains artifices que Kubrick utilisait, il le fait au bon moment et d'une manière, enfin en règle générale quand même assez maligne, quoi. Et en même temps, il adapte vraiment le livre de King, quoi. C'est-à-dire que il transforme pas le livre de Stephen King pour en faire une suite au Shining de Kubrick. C'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, mais. Non, mais tout à fait, c'est ça. Mais moi, je l'ai vu comme ça, quoi. Et c'est vrai que c'est là, petit à petit, où je me suis dit. Où déjà le bouquin m'est revenu un peu en tête. Et comme tu disais, effectivement, ce mec Flanagan a quelque chose d'intéressant parce que. Alors, encore une fois, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé qui était à la photo et tout, mais il y a des passages qui sont. Qui sont assez beaux visuellement, et il y a beaucoup de narration par l'image, quoi, et ça c'est cool. C'est pas que, même si ça l'est aussi, c'est pas que du film d'horreur un peu basique. Encore une fois, c'est une façon de faire de l'horreur, mais tu le disais déjà tout à l'heure pour ces autres productions, qui est plus si commune que ça maintenant, quoi. Qu'on a perdu un petit peu, et qui est effectivement très proche de la manière dont a Stephen King de raconter les histoires, quoi. Ce côté assez. Moi, il y a une scène notamment qui m'a quand même assez marqué, et ça faisait assez longtemps que j'ai pas eu ça. Et il n'y a pas ça dans ça. J'ai ressenti des trucs un peu malaisants que j'ai pas du tout eu dans le ça j'ai oublié son nom. De Muschietti, ouais. Muschietti, ouais. C'est le gamin du baseball. Ouais, la scène est forte. C'est très violent. Les cris qui poussent le gosse et tout. Vraiment, c'est très violent. Toute cette scène-là, ce meurtre-là est quand même. Il est dur, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas entendu. Enfin, que j'avais pas vu et entendu, parce que le son a vachement marqué. Quelque chose qui est aussi. Qui était, qui était aussi flippant, quelque part, dans le sens. Auquel on peut entendre chez Stephen King, quoi. Et dans aucun des deux ça, j'ai trouvé un moment aussi à ce point-là inquiétant, quoi. Et qui montre que là, les protagonistes, en l'occurrence, sont vraiment des monstres, en fait, en l'occurrence, qui n'ont vraiment aucune pitié, parce que même elles s'en amusent presque. J'ai oublié son nom aussi, mais le personnage avec le chapeau. Et lui explique d'ailleurs que de toute façon c'est fait exprès, et qu'il faut qu'il souffre. Mais ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que elle lui explique qu'il faut qu'il souffre et tout, parce que c'est pour leur bien, eux, parce que c'est comme ça qu'ils récupèrent cette espèce de vapeur qu'ils aspirent, ces vampires là. Et peut-être que d'autres films se seraient arrêtés là, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Tandis que là, non. Tu vas voir le gamin souffrir, quoi. Et c'est assez rare quand même pour le souligner. Et voilà. Donc moi, ouais, j'ai été assez étonné par le parti pris. Enfin, je trouve ça assez courageux, en fait. Et puis casse-gueule, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Alors c'est pas parfait, hein. Mais attention, hein. Mais moi j'ai passé un bon. Je me demande si je préfère pas ce film-là à ça, tu vois. Ouais, je comprends, oui, tout à fait. En tant qu'adaptation de Stephen King, en tout cas. Ah ouais, moi je suis pareil, hein, c'est-à-dire que autant j'aime beaucoup les deux Sam, mais j'ai déjà dit plusieurs fois, même pour moi les deux Sam ne sont pas des films d'horreur, pour moi c'est des drames fantastiques si tu veux, mais pour moi il n'y a pas le côté horrifique. Et pour ceux-là, c'est des films que j'adore, hein, pour le coup je prends énormément de plaisir à m'en plonger dedans. Oui, moi aussi. Mais pour moi c'est plus proche de Stand By Me que dans la partie non horrifique que du vrai film d'horreur. Là pour le coup je trouve qu'en effet il y a un vrai parti pris horrifique d'aller au bout. Pourtant le film dans sa globalité ne répond pas on va dire à tous les codes du film d'horreur. En tout cas, il est pas, pour moi, c'est pas un film d'horreur sur toute la longueur. En fait, il va de genre en genre. En fait, c'est là où il ressemble à Stephen King justement. Voilà, oui. C'est peut-être là où il est balèze, quoi. C'est que il a capté un truc de Stephen King que je te recoupe, mais
mais que j'ai ressenti, moi, par exemple, dans Misery, dont je parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Tu vois, ça me fait penser un peu à ça, quoi, par exemple. Même c'est vrai que moi, je pense qu'on parle de ça parce que c'est la reco que je voulais parler, mais il y a quelque chose aussi de moi, par exemple, The Mist, c'était un film que je trouve extrêmement traumatisant de Darabont sur plein de points, et notamment avec son final. Bon, on va pas épiler sur le final, mais que je trouve extrêmement traumatisant. Mais il y a il y a des éléments dans celui-ci en fait que je trouve tout aussi traumatisant que le final de The Mist en fait, et notamment en effet cette scène de mise à mort du gosse qui est d'une violence et d'une cruauté, tout en gérant extrêmement bien pour pas que la séquence soit trop explicite. Pour Ah, mais il est sur le fil quand même. Elle est très tendue en fait. Rien que simplement les plans sur le visage du gosse en train d'hurler, et juste ces quelques 200 qui au fur et à mesure en fait sont en train de bouffer quasiment son visage, parce que tu sens qu'il se vide de plus en plus. Juste ça en fait, ça rend la séquence extrêmement dure, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en effet, moi, il y a ce personnage d'antagoniste qui joue par, il me semble que c'est Rebecca Ferguson qui est absolument brillante dedans en fait. Je trouve que c'est un des plus beaux méchants de cinéma que j'ai eu, surtout qu'elle est, et ça que j'aime bien, c'est que c'est des personnages, même le groupe de hippies, c'est pour ça que je trouve que c'est pas tant dans la mouvance actuelle aussi, c'est qu'ils sont quand même relativement ambigus aussi. Et je pense notamment que la scène de la mort du plus vieux en fait est extrêmement touchante en même temps. Ils sont sympathiques. Sympathiques. Oui, si, ils sont sympathiques. Je veux dire, moi, c'est des gens qui finalement, ils sont hors de la société, ils sont en marge de la société finalement. Ouais. Et ils sont éminemment sympathiques, même si, en fait, c'est un peu des grands anciens, quoi. C'est quand même. C'est un peu aussi qu'on tirait les ficelles. Mais alors là, on retrouve des trucs qu'on peut retrouver dans American Gods de Neil Gaiman, par exemple, ce genre de choses, mais que King aborde déjà sur d'autres trucs. C'est la mort des dieux ou la mort des mythologies. C'est-à-dire quand notre monde, finalement. Parce que c'est sous-entendu que ces personnages-là, notamment quand ils meurent, effectivement, le grand pas, l'ancien, qu'on influencé énormément l'histoire des hommes, puisqu'ils disent qu'il s'est nourri d'empereurs, qu'on a érigé des statues à sa gloire. Donc, lui, c'est vraiment un grand ancien au terme Lovecraftien, quoi. Mais qui du coup, qui se retrouve quand même une bande de mecs dans un camping-car qui sont un peu en galère parce que la magie a aussi disparu. Enfin, la magie. Ou en tout cas, les gamins qui ont le Shining ont disparu aussi depuis longtemps, quoi. Donc, ouais. Il y a tout aussi sur l'ode à l'imaginaire, aussi sur la mort de l'imaginaire, qui est pour le coup très cher à King aussi, hein, cette idée que l'époque actuelle fait mourir l'imaginaire, le fantastique, la magie, etc. En effet, avec ce Shining qui progressivement est consommé et qu'on voit, et que d'ailleurs eux se demandent, le groupe d'épis se demande s'ils le retrouveront un jour, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui ont ce truc-là, donc ils n'ont plus de quoi se nourrir. Mais il y a cette idée sur la mort de l'imaginaire que je trouve éminemment symptomatique de notre époque, et que King, de toute façon, dont parle King depuis quand même longtemps, ne serait-ce qu'à travers de ses nouvelles ou autres. Donc moi, c'est un truc qui me touche très personnellement, en plus, ce questionnement-là. Mais le parallèle, en plus, c'est quand même assez net entre les méchants, entre guillemets, du film et Danny, et les Shining. C'est que ils stockent la fumée dans des espèces de cylindres qui ont l'air quand même technologiquement qui ont un aspect technologique un peu évolué, ouais. Parce qu'ils stockent une espèce de fumée paranormale, on sait pas ce que c'est exactement, et qui rappelle clairement les bangs. Ouais. Oui, bien sûr. On a l'alcool d'à côté et les bangs, la fumette de l'autre côté, tu vois, pour les spliffs du côté des hippies vampires. C'est pas un hasard non plus, hein. Et parce que, encore une fois, King a eu des soucis. Je sais pas si on peut appeler ça des soucis, mais il a beaucoup aimé la drogue, peut-être qu'il aime encore. Et, ça explique le Maximum Overdrive, ça explique Maximum Overdrive en partie. Ouais. Après, voilà, c'est un mec des années 70 et tout. Hein. Je pense qu'il a fait beaucoup d'expériences aussi intéressantes. Bien sûr. Je sais pas s'il a vraiment lâché, jamais, je sais pas trop. Après, je sais que ça a été grave au niveau de l'alcool et tout, mais et notamment par rapport à son père. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de savoir ça, parce que
Notamment la scène. Une des premières choses qui se passe quand il arrive dans l'Overlook, c'est qu'il discute avec un barman qui se trouve être Jack son Torrance, père. son père, ouais. Ouais. Et il parle autour d'un verre de Jack Daniels, quoi. Ouais. Et tout ce qui est dit là-dedans et tout, et comme cette scène de dialogue est vachement intéressante, d'autant plus que ça rappelle le Shining de Kubrick, peut-être, tu vois, ça c'est peut-être une scène charnière en rendant hommage à ce que voulait vraiment peut-être exprimer Stephen King Tout à fait. Ouais. dans son propos, quoi. Là, t'as vraiment essayé, c'est un moment de réunion vraiment entre les deux, quoi. Il arrive à fondre les deux dans cette séquence-là, c'est vraiment intéressant. Ouais, du coup, enfin, pour moi, c'était une bonne surprise. Je te dis, je partais pas convaincu, hein, je t'avoue. Ouais. Je, c'est un film que et puis c'est rare aussi, je pense. Il va falloir que je le revoie. Pas tout de suite non plus, mais je pense que je le re-regarderai. Et il faudra surtout que je le revoie en ayant revu Shining peut-être avant. Oui, donc oui, en effet. Ouais, tout à fait. Il est possible que je re-regarde Shining et que du coup je re-regarde après celui-là après, tu vois. Donc c'est une bonne chose fondamentalement en fait de dire tout à fait, ouais, tout à fait. Tout à fait, et puis ça me donne presque envie même de relire le livre parce que l'ayant lu sans savoir ce que c'était, déjà de lire Shining parce que je l'ai jamais lu, mais et de relire celui-là, tu vois, parce que c'est aussi assez rare, mais encore une fois, j'ai lu le livre un peu parce que j'aime bien lire à Stephen King, ça me détend l'esprit, donc j'en garde pas forcément des souvenirs, tu vois, c'est pas des trucs que j'intègre, tu vois. Ça fait pas partie de ces livres que je garde en moi. Mais là, comme j'ai l'impression d'avoir lu une adaptation qui est quand même assez proche finalement en le regardant de ce que j'avais lu, et c'est un livre assez court en plus, hein, dans mon souvenir, c'est pas un pavé. Hein. Ça donne ou au moins de le reparcourir, tu vois, ouais, bien sûr. pour essayer de voir ce que j'avais loupé en fait en lisant le bouquin, puisque j'avais pas capté comme un débilos que c'était la suite de Shining, quoi. Ouais, le revoir dans cette optique-là, c'est différent, c'est vrai. Si tu te redis en disant je le lis en sachant que c'est la suite de Shining, ça change beaucoup de choses. D'autant que, alors d'ailleurs, je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais j'ai vu un peu aujourd'hui que a priori il y aurait des discussions entre King et Flanagan pour une suite encore. C'est-à-dire que King limite écrirait carrément la suite à Doctor Sleep. Euh, Parce qu'on peut pas, on peut aller en full spoil. C'est que ce qui est ouf aussi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film-là, alors pour le coup que j'avais pas forcément capté dans le livre à l'époque, c'est que euh, ces fantômes du Overlook et tout, enfin tu vois ce, t'as tout un monde, mais là, ça c'est le monde de King, tu vois, qui existe en fait autour de, même sans Daddy, même sans tout le monde, tu vois, t'as tout un monde qui est là, le serveur, Bien sûr. le mec qui fait la fête là, et la vieille femme de la salle de bain. Celle de chambre 237, oui. Ouais, qui est qui est euh, qui est à la fin du film, voilà, j'ai oublié que la jeune fille a emmené avec elle finalement chez elle. Et alors quelle fin aussi, je sais pas, je me souviens plus si le roman finit comme ça, tu vois, mais quelle fin cool. Moi j'aime bien ce genre de fin, ça c'est vraiment une fin à la Stephen King aussi, tu vois. Et puis c'est pas encore une fois une fin ouverte opportuniste qui amènerait forcément une suite, c'est-à-dire que ça clôt quand même l'arc narratif malgré tout en fait, c'est-à-dire que ça pourrait s'achever là, mais ça peut aussi offrir autre chose derrière, pourquoi pas. Et ça ouvre en effet un univers. Et ça veut dire beaucoup de choses en plus, c'est-à-dire que ça veut dire que est-ce que la petite est vraiment finalement l'héritière de la femme au chapeau qui lui dit qu'elle est pareille, enfin que c'est les mêmes, tu vois, qu'elle a les mêmes pulsions, qu'elles sont aussi dark, enfin qu'elles se ressemblent énormément. Est-ce que, au contraire de ça, un peu comme Dani, elle l'a gardée elle pour avoir elle sa boîte, tu vois, ce qui va la maintenir. Enfin, toute cette scène de fin où elle s'enferme avec tu vois, cette vieille là. Bien sûr, ouais. Vivante, c'est quand même, elle est assez évocatrice, hein, c'est assez marrant. Ce sera et aussi qui fait écho d'ailleurs à une des premières scènes du film où Danny fait la même chose d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Mais ce sera aussi bien que ça reste là, d'ailleurs, pour moi. Ouais, bien sûr. Mais ça résume assez bien tout l'esprit du film, quoi. C'est-à-dire que
Parce que malgré tout, il n'y a pas de méchant ou de gentil dans l'histoire, parce que finalement... Même la maison, au passage, c'est intéressant parce que même l'Overlook est vraiment travaillé comme un personnage, comme c'était dans le cas de Kubrick d'ailleurs. C'est un personnage à part entière qui devient un allié en fait au fur et à mesure. Et au final, c'est un allié de Danny pour le coup. Bien sûr. Donc c'est lui qui va aider Danny, que Danny va aller chercher pour pouvoir affronter son autre ennemi. Donc il faut se trouver un ennemi commun en la personne du personnage de Rebecca Ferguson. Donc c'est intéressant de poser en effet cette idée. Encore une fois, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'univers n'est pas du tout manichéen et c'est quand même suffisamment rare actuellement. C'est même très très rare, ouais. Mais moi, c'est pour ça que j'étais assez étonné. Et puis du coup, je suis pas si surpris que ça n'ait pas forcément marché. Parce que si les gens allaient voir ça, qui, encore une fois, même si c'est un film sympathique, en fait, est quand même, enfin, il faut bien le dire, un film qui surfe un peu sur la vague de Doudou 80 à la Stranger Things, tu vois. Oui, bien sûr, ouais, il y a quelque chose de très doué, en effet. C'est un peu opportuniste. C'est quoi dire, hein, mais parce que le bouquin a été construit comme ça à l'époque, mais là ça a été enfin, le bouquin se passe dans les années 60 à l'époque, les années 70, 60 je crois. Puis là on est que des gamins des années 80, enfin ça a participé à l'hype, à mon avis, vraiment. Oui, mais je pense. Avec Stranger Things, etc. aussi. Ouais, carrément. Donc c'était pas une mauvaise Même idée. si moi je pense que pour le coup Muschietti est plus, à mon avis, plus honnête. Lui, en tout cas en tant que tel, la production à mon avis l'est beaucoup moins, mais quand lui notamment explique pourquoi il a choisi les années 80, parce qu'il explique que comme il est créé avec sa sœur, c'était les monstres de c'était les années de son enfance, pardon, les années 80. Mais donc... c'est même pas, je remets même pas en cause l'honnêteté de. C'est pas ça, c'est que du coup, je pense que... ça, les studios ont été plus sûrement enclins à produire le truc, et les gens aussi ont été plus réceptifs à quelque chose qui peut-être cité il y a 5-6 ans serait passé complètement inaperçu, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je suis d'accord, oui. Il est au bon moment. Parce que c'est pas tant le nom de Stephen King, hein, je pense, qui a fait le succès de ça finalement. Ah non, je pense pas, non. C'est plus le décorum. Et la preuve d'ailleurs, c'est que là on est quand même sur un truc qui est la suite d'un classique du cinéma. Alors ça joue pas forcément en sa faveur, et d'ailleurs sur la fiche qu'on voit là, c'est marqué en tout petit en dessous d'ailleurs. C'est marqué Dr. Sleep en gros et The Next Chapter in the Shining Story. C'est marqué en tout petit. Et à tel point que tu vois, même moi en lisant le bouquin, parce que c'était même pas du tout marqué sur la couverture du livre, je savais même pas que c'était la suite de Shining. Ça a pas. Et ça m'étonne pas trop parce que c'est un film d'horreur plus radical sans doute que ce qu'on peut voir. On n'en voit pas. En fait, on n'en voit pas très souvent des films comme ça. Et en tout cas, avec ces budgets-là. Avec ces moyens-là, en tout cas. Mais je te dirais, moi, à part les films de Flanagan, parce que moi, pour le coup, étant, on va dire, coutumier de ce truc, moi, de sa filmographie, moi, je trouve que finalement, c'est quand on voit par exemple, je pense à Oculus est extrêmement radical dans ce qu'il montre aussi. En fait, c'est un film assez dur et assez, d'abord sur les relations familiales dysfonctionnelles, c'est quand même, c'est costaud, quand même, pour un film, en tout cas, de cet acabit-là. Donc finalement, ça ne m'étonne pas tant en fait que ça soit vraiment dans la lignée en fait de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. En fait. Là-dessus, je te crois. Ce qui m'étonne moi, c'est que ce soit un film de studio qui était censé être tu vois, c'est un blockbuster entre guillemets quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, on a à 40 millions, on est quand même sur un blockbuster de l'horreur à 60. Ça devient rare quand même d'avoir des blockbusters avec ce ton-là. Ouais, bien sûr. Enfin, avec cette et même, tu parles d'Ewan McGregor aussi, il a une image que je trouve assez, enfin c'est relatif, ça reste relatif à l'époque aussi, mais je trouve que le film le salit pas mal aussi, rend son personnage pas lisse, et on prend une tête d'affiche, quelqu'un de relativement connu, et on arrive à le salir un petit peu quand même, quoi. Je trouve qu'il est relativement intéressant. Je veux dire, la première fois que on le voit, il est à poil dans un lit avec une nana qui est à poil aussi, c'est Obi-Wan, qui s'est gerbé dessus. C'est son dernier grand... Ouais, c'est ça, son dernier grand film. Enfin, les gens pensent à Obi-Wan Kenobi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça le... Bien sûr, il y a Trainspotting, etc. avant, évidemment, qui sont des films sur lesquels il était déjà sali, entre guillemets, mais là, je trouve que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un rôle où... où c'est pas Ewan McGregor, c'est pas Obi-Wan pour le coup. Voilà, c'est peut-être ça aussi. J'avais peut-être l'image d'Obi-Wan en tête en fond. C'est pour ça aussi. Si, à la fin, c'est un peu Obi-Wan à la fin. Oui, un petit peu à la fin, c'est vrai.
ce qui revient. Il y a un petit côté Obi-Wan qui va On avoir est d'accord. ce petit Jedi. Mais qui est pas une connerie, hein. Qui est pas une connerie, puisqu'encore une fois, Kubrick, enfin, tu sais, Lucas, Bien sûr. et puis même, de toute façon, même King, hein, finalement, c'est des gens qui sont un peu. Je veux pas jusqu'à dire qu'ils sont potes, hein, j'en sais rien, mais. Non, mais ils sont dans le même atmosphère. Mais forcément, tu parles de gens qui ont des pouvoirs psychiques et des trucs comme ça, ils sont tous influencés un peu, je pense, par les mêmes. Bah évidemment, oui. Par les mêmes trucs. Il y a toujours ce truc aussi que je relisais quand je lisais le Rocky Rama sur Matrix de Joseph Campbell, du héros aux mille visages. Le visage, Le tout à fait, milliard ouais. visage. Et que finalement tu retrouves aussi un peu de Dr. Sleep quelque part, puisque Danny se retrouve enfant, malgré lui, embringué dans une aventure qu'il n'a pas choisie. S'il a un pouvoir qu'il a pris. Avec un pouvoir qu'il n'a pas choisi, il va trouver un mentor qui va plus ou moins lui ouvrir la voie. Et lui-même va devenir le mentor. Et qui lui apparaît d'ailleurs son mentor régulièrement aussi, de la même manière aussi. Et du coup, ce qui est la même chose dans Star Wars. Non mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On est encore sur un truc Joseph Campbell de la quête du héros. Assez classique, mais qui fonctionne bien. Mais je vais juste parler de la version de 3 heures quand même pour ajouter 2-3 petits trucs qui sont intéressants qui ont été ajoutés, à savoir que le film est chapitré. Donc si le film n'est pas chapitré, pour le coup, c'est que tu as vu la version de base. Alors chapitré comment ? Il y a des titres en fait qui apparaissent à intervalles réguliers. Il y a 6 chapitres dans le film. Je me souviens pas d'avoir lu des titres. Donc c'est que tu as certainement vu la version au cinéma pour le coup. Cinéma, ouais. Parce qu'elle est chapitrée, donc il est en 6 chapitres, et pour le coup, alors que les éléments supplémentaires qui ont été ajoutés, en fait, il y a beaucoup de séquences de dialogue qui sont conservées à l'origine, en fait, parce qu'il était pas mal coupé, en fait, sur des séquences de dialogue. Il y a pas mal d'éléments, notamment sur la vie de la jeune fille, en fait, avant, qui ont été coupés aussi. Notamment dans son enfance, quand elle est petite, il y a un passage, notamment dans cette version-là, où on la voit utiliser ses pouvoirs psychiques pendant qu'elle dort. Et elle joue un morceau au piano et on la voit, les parents se lèvent en pleine nuit et le piano joue tout seul parce qu'elle est en train de le jouer, en train de rêver qu'elle le joue. Donc il y a des petits éléments qui ont été rajoutés. Il y a une discussion entre Jack Torrance et son fils après qu'il y a eu le passage dans le bar qui est vachement intéressante et qui manque, je trouve, à la version cinéma, où il lui renverse, donc comme il me semble que la version cinéma il y a ça, il lui renverse un petit peu comme il faisait d'ailleurs dans le Shining Kubrick, de manière maladroite mais consciente, quelque chose sur les vêtements de Danny et il va le nettoyer aux toilettes comme dans le film de Kubrick pour le coup, et il y a une discussion dans les toilettes rouge et blanche qu'on trouve donc j'ai pas vu, non, j'ai définitivement pas vu là, parce que moi la scène avec son père s'arrête quand il balaye le verre de whisky voilà sur le bar. Donc là il y a toute une séquence derrière en fait où il lui dit au passage où la maison par le biais du père en fait l'hôtel lui met en garde contre l'adolescente en lui disant qu'elle va se retourner contre lui, etc. Donc il y a tout un passage supplémentaire ici aussi et qui est intéressant sur la relation parce que là on retrouve progressivement la relation père-fils en fait qui était amorcée dans la séquence du bar mais qui est vraiment prise de manière plus frontale en fait dans cette séquence-là et c'est vraiment cool. Et autrement voilà il y a pas mal de passages aussi pour ajouter un élément aussi sur la manière en fait dont est gérée en fait la femme de la baignoire, la femme du bain. Où elle apparaît en fait dès le début plein cadre en fait, ce qui est pas le cas dans la version cinéma. Normalement quand Danny la voit pour la première fois dans sa salle de bain à lui, chez lui, on voit juste sa main et ça s'arrête là. Là il y a une séquence donc elle sort de la baignoire encore une fois, elle s'avance vers Danny debout de manière plein champ, ce qui permet de cerner vachement plus vite en fait l'antagoniste et c'est assez intéressant aussi de vraiment poser une tension directe en fait. Donc je trouve ça intéressant aussi. Ok. Donc il y a pas mal de petites choses, hein. C'est une demi-heure de plus, mais c'est beaucoup de dialogues aussi, hein. Il y a tous les dialogues avec Eloane notamment qui sont ajoutés. Enfin, ce genre de film, d'ailleurs, même en règle générale, une demi-heure de plus, c'est beaucoup quand c'est. Tu sais, sur le Seigneur des Anneaux, c'est souvent une demi-heure de plus. Oui, mais c'est ça, oui, tout à fait. Et oui. pourtant, les films sont quand même assez différents. Et au passage, je me suis pas fait chier à 3 heures du tout, je les ai pas vu passer. Donc bah tu vois, ouais. Mais c'est vrai que je l'ai regardé un peu bizarrement parce qu'en plus j'ai regardé un peu le début et j'ai été coupé dans mon visionnage. Donc j'avais regardé, je sais pas, 45 minutes, un truc comme ça. Et j'ai repris après, tu vois, et du coup peut-être que ça m'a paru plus long que ce que ça était, mais du coup oui, bah pareil, du coup, comme je t'ai dit, de toute façon je pense que je le regarderai, mais donc la prochaine fois je regarderai le Director's Cut du coup pour voir. Bah, je te l'amènerai si tu veux. Ouais.
Mais carrément. Je te l'amène la semaine prochaine et puis comme ça. Carrément. Et dernière petite chose aussi que j'avais envie de souligner quand même rapidement sur le final aussi quand même, parce que c'est un truc que reprochait King à Kubrick, c'était de dire que là où son Shining se terminait dans les flammes et dans la chaleur pour le coup, celui de Kubrick se terminait de manière glaciale. Et pour lui, c'était à l'image de ça, c'était l'opposition entre le feu et la glace. Et ben là, pour le coup, Dr. Sleep se termine de manière finalement beaucoup plus King sur ce point-là, puisqu'il se termine dans les flammes aussi, avec ce Overlook qui brûle. Qu'il annonce d'ailleurs à son père quand il boit du Xanalis, puisqu'il lui dit tu as goûté, il dit ça avait le goût du feu, quelque chose comme ça. Tout à fait. Quelque chose dans ce genre. Donc il y a vraiment ce côté de compromis et d'équilibriste et d'offrir en effet une suite aux deux œuvres, et c'est pour ça que ça fait tout en étant une œuvre unique aussi. C'est enfin moi je reste que ce soit pour le roman. Après pour le roman c'est moins une prise de risque parce que c'est son roman et finalement King en fait ce qu'il en veut. Bien sûr. Même si je pense que le film tiré de son roman est plus connu que son roman lui-même, de base, je veux dire, le Shining. Je pense, oui. Malgré tout, enfin là, King fait ce qu'il veut. Faire une adaptation, faire la suite en fait de Shining, ça peut paraître et je suis sûr que t'as plein de gens qui pensent que c'est une hérésie. Tu comprends ce que je veux dire? Le film c'était moite-moite, hein. Il s'est fait défoncer par certains fans du film d'origine et de King, et inversement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de milieu. Mais après, quand je disais ça, je pensais plus, tu vois, aux intellectuels. Oui. Mais sauf qu'ils oublient que effectivement, le film d'origine est tiré d'un livre et qu'un univers. Enfin, on en aura d'autres des exemples comme ça et tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même assez pour Flanagan en tout cas, et puis pour les gens qu'on produit, les gens qui sont autour, ça demande quand même un minimum de. Faut vouloir le faire quoi. C'est hyper casse-gueule, c'est quand même très très compliqué, et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, parce que comme dans Ready Player One, dont tu parlais tout à l'heure, quand il cite Kubrick. Je trouve que la grande majorité du temps, il le fait bien. Ouais. Il le fait bien parce que c'est pas trop ostentatoire. Parce que de toute façon, il est obligé de le faire parce que il n'aurait pas pu non plus. Ce qui aurait pu être une erreur à la con, hein, tu vois, de genre on fait comme si. Comme ensuite Kubrick n'avait pas existé, on adaptait finalement Shining d'une autre manière. T'es obligé de le faire, tu le sais, et puis de toute façon ça parle aux gens, et du coup ça fonctionne, parce que tous ces petits détails qui vont du comment dire, de la tapis, enfin de la moquette, enfin plein de petits trucs si tu veux. Mais je vais même rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il y a un truc intéressant, notamment il y a le passage en fait où Danny va à la réunion des alcooliques anonymes, là, où l'amène son pote, et il rencontre un médecin là-bas qui gère en fait globalement le truc, à qui il va aider à retrouver sa montre, enfin il y a tout un truc pour justement que le médecin suspecte quelque chose d'étrange chez Danny, ou un pouvoir particulier, ou soit intrigué en tout cas par lui. Et il a un entretien avec le médecin ensuite qui va lui demander pourquoi, comment t'as trouvé, comment tu savais que ma montre était ici, que je l'avais perdue à cet endroit-là, bref. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entretien, le bureau du médecin, c'est exactement le même bureau que le directeur de l'Overlook, dans lequel il reçoit Jack Torrance au début de Shining. C'est-à-dire que c'est le même bureau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être juste un truc style easter egg pour un peu opportuniste encore une fois et facile. Sauf que ça crée une sorte de truc, moi je trouve vachement intéressant, parce qu'au début je l'ai pas calé tout de suite, mais il y a quelque chose d'étrange et tu sens en fait, je trouve que ça joue dans l'ambiance. En fait, putain, c'est étrange, j'ai déjà vu ça quelque part, ça crée une sorte de déjà vu, sans que tu arrives à mettre la main parce que c'est pas trop ostentatoire non plus. Et tu fais le lien après, c'est amusant, mais n'empêche que le temps de la séquence, ça a joué sur l'ambiance et ça crée quelque chose. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Tout à fait, ouais. Et du coup, mais c'est ça, mais c'est les petites touches qu'il a et puis surtout sans se la raconter non plus, sans dire je vais faire du Kubrick, tu vois. Voilà, c'est ça aussi, tout à fait. Je veux dire, on est quand même. Je pense qu'il est lui-même aussi conscient qu'il peut pas non plus. Mais du coup, il s'amuse quand même à reprendre des techniques que Kubrick avait utilisées tout pour utiliser lui, mais sans. Ouais, c'est ça, en les intégrant dans sa manière de filmer à lui.
C'est-à-dire. Sans que ce soit surligné pour dire regardez, c'est Kubrick, regardez là maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est très malin, et du coup, c'est ce qui fait que le film aussi est cool à regarder, quoi, et que t'as pas l'impression de regarder Shining 4, tu vois, en VHS. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est tout à fait ça, oui. Parce qu'on a été habitué à ça avec les Hellraiser et les Freddy et les trucs comme ça, tu vois. Donc, non, on est très loin de ça. On est sur un bon film, hein, sincèrement. C'est un bon film. Ça m'étonne pas, c'est pas étonnant que ça ait pas eu autant de succès que ça et tout. Parce qu'encore une fois, c'est casse-gueule et puis c'est pas. Mais c'est cool de voir que quand même, on puisse produire des films comme ça. Parce que le fait que ce soit la suite de Shining n'est pas un cadeau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. Ah oui, non, mais sûr, c'est partir du mauvais pied déjà, en fait. Donc on est sur une vraie prise de risque de gros studios avec une grosse prod pour faire un vrai film d'horreur, d'épouvante, comme on n'en a plus tant que ça non plus, quoi. Ce qui est rassurant pour la série Hellraiser chez HBO ou ce genre de truc. Voilà, tout à fait. Ouais, bien sûr. Eh bien, écoute, ce que je te propose, de toute façon, c'est de passer au reco, finalement. Parce qu'on a fait. Oui. Enfin, moi que tu aies eu un autre petit mot de conclusion à dire sur Dr. Sleep. Je pense que. Ouais, moi, je trouve que c'est un excellent film. Enfin, pour ma part, c'est vrai que je suis peut-être plus généreux que toi sur ce point-là. Enfin, plus généreux, voilà, pour moi, c'est un excellent film, quoi. Vraiment, c'est un des trucs qui m'a bluffé l'an dernier, quand même, parce que j'avais aussi peu d'attentes, enfin, au sens où pour moi, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien, en fait, et j'étais complètement bluffé par le truc, en fait. Et puis parce qu'aussi, c'est vrai que je pars d'un pied où je suis très fan du réalisateur malgré tout, en fait. C'est-à-dire que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, et c'est vraiment un des rares types récents, je veux dire, qui me touche très profondément dans son approche du fantastique. Il y a plein d'autres choses que j'aime bien, mais lui, il me touche. Il y a quelque chose qui fait que ça colle très bien. Il y a une étincelle qui se fait avec son cinéma et moi, ce que je ressens, en fait. Donc, c'est pour ça que ça ne pouvait que me toucher malgré on va dire mes inquiétudes au début, on va dire, dans un premier temps. Mais t'as raison, mais c'est un bon film, effectivement. C'est une bonne surprise pour moi, en tout cas. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et c'est une bonne surprise. Alors, on va passer au reco, mais alors c'est un peu marrant parce que finalement, quand j'ai vu ta reco que tu nous avais proposé, ben en fait, j'ai eu la même, plus ou moins. D'accord. Plus ou moins, et donc, en fait, oui, mais j'en avais déjà parlé un peu au début, donc on va parler. Alors, je remets une bande-annonce, hein, j'espère qu'on va pas se faire striker pour. Oh, t'inquiète pas, on peut les mettre là-dedans, on s'en fout. Hein. On va parler de The Mist de Frank Darabont. Comment dire? En fait, moi j'avais prévu ça comme reco, mais j'en ai déjà parlé un peu au début, parce qu'il a fait Les Évadés aussi. Oui. Donc, il y a une très très bonne adaptation de Stephen King. Et The Mist, qui est sincèrement, avec ça, pour moi en tout cas, qui est une nouvelle qui m'a extrêmement marqué quand j'étais ado, quoi. Quand j'étais gamin, quoi. C'était, je crois que c'était la première nouvelle de Brume Paranoia. Il y a deux recueils de nouvelles enfin, à l'époque c'était en poche, c'était comme ça, qui s'appelait Brume Paranoia 1, Brume Paranoia 2, je crois. Et donc la première nouvelle de Brume Paranoia s'appelait Brume. Et c'est une toute petite nouvelle, hein. Elle fait quoi je sais même pas si elle fait 100 pages, hein, cette nouvelle-là, en format poche, tu vois. Mais qui m'avait vachement marqué. Et oui, donc adaptation en film, écoute, que j'ai trouvé génial, personnellement. Ah, incroyable. Vas-y, je t'en prie. Ah non, mais c'est incroyable, c'est un film, moi je trouve. Et alors, c'est vrai que j'ai mis dans ma reco en plus, et que je verrais que j'ai tendance à conseiller, je sais pas si tu l'as vu pour le coup, voir la version de Darabont qu'il avait tournée en noir et blanc à l'origine. Enfin, qu'il voulait faire en noir et blanc, qui est incroyable, je trouve. Mais d'ailleurs, j'ai cherché la bande-annonce en noir et blanc, mais il y en a pas. La seule que j'ai trouvée, c'est une fan-made. Après, il est très, en couleur, il est très très bon aussi, mais je trouve que, en fait, le noir et blanc bon, je trouve que ça joue sur l'ambiance, sur plein de choses, mais ça joue sur la principale critique qui avait été faite au film à l'époque, qui était ses effets spéciaux. Mais en noir et blanc, en fait, ça gomme tous les défauts des effets spéciaux. En fait, c'est ça que je trouve super bien, parce que pour moi, le film maintenant, quand tu vois en noir et blanc, il est parfait. Pour moi, ça fait partie des rares films où il est quasiment parfait sur tous les points. En fait, il y a rien à retirer. Tout est là où il faut, quand il faut.
C'est un film qui est à la fois qui est absolument terrifiant, qui est extrêmement beau, qui est une sorte de poésie macabre, qui est très forte. Je crois que c'est aussi en termes de, alors, en effet, il y a Carpenter aussi, mais c'est un des réals dans ce film-là qui, pour moi, touche vraiment du doigt ce qu'il y a chez Lovecraft, et notamment l'Indicible, etc. Ouais. Parce que moi, il y a un plan qui me est en tête et qui me restera, je pense, toute ma vie. C'est ce plan où à la fin, ils sont en voiture en train de se balader pour essayer de fuir le centre commercial, et qui a cette silhouette absolument immense d'un monstre qu'on n'arrive pas à distinguer véritablement, avec la musique en fond. En plus, le score est génial en fond. Et ce monstre absolument gigantesque m'a complètement traumatisé, en fait. Et c'est une image, moi, qui me reste en tête. Je crois qu'on l'avait déjà dit, mais moi, tout ce qui est très grand, en fait, ça fonctionne très bien sur moi, en fait. Mes plus grosses angoisses, c'est des trucs très grands qui ne devraient pas l'être. Ah bah, la ligne de base du film Monsters, oui, de Gareth Edwards. De Gareth Edwards, ouais. Était basé que là-dessus. Et alors pareil, je vais parler de souvenirs à moi-même, mais je me souviens plus trop. À l'époque où j'ai vu The Mist, j'avais relu la fin de la... Et il me semble que parce que moi, la fin de la nouvelle m'avait énormément marqué. Sauf qu'il me semble qu'à la fin de la nouvelle, il te parle un peu comme qu'il voit des trucs, bien sûr. Ils sont dans la voiture, hein, qu'ils voient des trucs oui, un peu autour, mais qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à la radio, en fait. Oui. Et que, tu vois, il roule comme ça, et qu'en fait, il tourne les stations. Donc, c'est le même genre de vertige, de comment dire, de l'indicible, de ce qui, ouais, de l'inconnu. Sauf que là, ça ne joue pas sur le fait que tu vois une ombre passer au loin. Et c'est pour ça que c'est vachement bien fait. C'est que dans le bouquin, c'est que je crois que ça, il switch, il y a du son, il tourne de station, et au bout d'un moment, il n'y a plus de station. Et, ça, c'est très fort. Et la nouvelle s'arrête là-dessus, quoi. Tu vois. Et donc, elle ne s'arrête pas sur le double twist qui, à la fin, pour le coup, de celui-là, qui a été rajouté par la bande. Et donc, King était très, très content, d'ailleurs, de ce final. Oui, parce qu'ils étaient un peu ensemble. Et donc, tu peux dire, si tu veux. Oh non, on va peut-être garder je garde le twist, peut-être, pour ceux qui découvriraient, parce que je pense qu'il est tellement incroyable, ce twist, que, enfin, en termes d'écriture, hein, parce que c'est pas un twist, encore une fois, artificiel, hein, ça va parfaitement dans la logique du film. C'est-à-dire que ça, dans une certaine mesure, quand tu vois la fin, moi moi ça me paraît tellement cohérent, je me dis que ça ne pouvait que s'achever comme ça, en fait. Donc pour moi, il y a une vraie unité dans tout le truc, une pertinence, une cohérence qui va au-delà du simple je te fous un twist un peu traumatisant pour te foutre un twist traumatisant. Non, il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. C'est une évidence, en fait. Mais t'as pas lu les nouvelles? Tu l'as jamais lu? Pas lu les nouvelles non plus, non. Ah, tu devrais. Il faut que oui, c'est un gros manque. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, forcément. Tu sais, ça fait partie pareil, hein, ça fait partie de ces trucs que j'ai gardé un peu comme ça, tu vois. Et là, en l'occurrence, c'est une nouvelle, d'ailleurs, j'aurais dû la relire. Mais j'ai peut-être lu 2 fois quand même. Peut-être 2-3 fois. Il y a très longtemps. Et tu devrais. C'est à mon avis très facilement trouvable. Même, parce qu'elle est vraiment assez courte. Hein. Elle est peut-être sortie en bouquin, tout, tu sais, mais c'est même pas 100 pages. Hein. C'est vraiment très court. Hein. Ah bah ça me va, c'est très bien. Donc, et donc avant qu'il y ait le film et tout, elle m'avait vachement marqué cette nouvelle. Et donc ouais, The Mist, c'est un très très bon film. Je l'ai vu en version noir et blanc du coup aussi. Voilà, j'avais un DVD que j'ai prêté à quelqu'un que j'ai perdu, mais le noir et blanc, je l'avais chopé. Il était dans l'édition collector que j'ai aussi DVD, dans l'édition Blu-ray, mais. Ouais, mais c'est un des Blu-ray qu'il faut que j'achète. En plus, alors c'est cool parce que ça fait partie de ce genre de film où. Alors, pas tant que ça, j'allais dire ça, mais oui et non, parce qu'il n'y a pas eu tant que ça de tirage. Mais fut un moment où c'était un peu considéré comme un film de bas de bac. Ah, il s'est fait démonter à sa sortie, hein, quand même. Hein. Ouais. J'ai eu beaucoup d'articles très très négatifs dessus. Mais peut-être du coup, il est peut-être trop pas cher quand même, faut que je regarde. Mais ouais, si, ça vaut le coup. The Mist, c'était cool. Darabont qui a un bon, encore une fois, qui a pas fait que des trucs bien, mais qui a fait des évadés. Le mec, rien qu'avec ce film-là, est au moins dans le top 100 des films les plus appréciés et les plus unanimement reconnus mondialement, je pense, comme les très très bons films. Donc, sur un écrit Stephen King.
Donc respect, quoi. Ouais, très très, ouais, non mais c'est un très très bon, un réal en tout cas qui a une vraie, enfin il y a quelque chose, il y a une vraie affinité entre King et Darabont en fait. Je trouve que les quelques films de Darabont que j'ai vus qui n'étaient pas adaptés de King sont, enfin je trouve pas très bons. En fait, je n'ai pas des souvenirs impérissables, mais quand il adapte King, il est vraiment, il y a quelque chose, qui se passe, quoi. Après ça marche pas avec tout le monde, tu vois. Mick Garris s'entend bien avec King aussi. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Pas bien. J'aime bien Mick Garris, hein, attention. Ah oui, non, bien sûr, il a fait des trucs cool. Hein. Des fois en tout cas, c'est une bonne roco. Une bonne roco. Ah ouais, non, mais c'est un très bon film, ouais. Carrément. Je profite au passage pour comme on avait une même reco, juste recommander un autre film au passage de adapté de King, comme on en est dessus. Revoir aussi Cimetière de Marie Lambert quand même, parce que c'est bien. Le premier. Un film intéressant. Tu parles du premier, du tout premier. Ouais, du premier, ouais, le tout premier, pas le remake un peu pourri, là, récemment sorti, enfin, qui est pas honteux outre mesure, mais qui sont comme une mesure avec le film de Marie Lambert, qui est un film complètement malade, handicapé comme on veut, mais super chelou et limite, quoi. Et très limite des fois. Je l'ai pas revu, j'ai vu le remake, bon voilà, parce que. Mais c'est vrai qu'il est pas terrible quand même, faut dire ce qui est. Parce que là, justement, on est dans ce genre de film que j'aime pas, tu vois, où ouais. Finalement, il n'y a pas vraiment le malaise et tout, il y a juste un peu d'ambiance un peu glaucose, mais c'est pas. Ça ose pas aller assez loin, tu vois, pour que ce soit. Alors que dans mon souvenir, et comme je disais, j'ai eu longtemps le poster de la jaquette de la VHS de ce truc-là dans ma chambre, parce que les gens du vidéoclub avaient été assez gentils pour me la donner. Avec le mec avec la gueule à moitié. Alors je sais pas si c'était une bonne idée, mais je l'ai eu pendant très longtemps dans ma chambre, je l'ai perdu, je suis dégoûté. Depuis super longtemps, mais c'était dans ma chambre d'adolescent, j'avais ça. Ah non, mais il est trop. Enfin, moi je l'ai revu il y a pas longtemps parce que je l'ai trouvé en Blu-ray pas très cher et je venais de voir le remake. Et quand tu revois le remake et que tu vois ça par la suite, tu dis putain, quand même, le remake il a gommé quand même beaucoup de trucs. Hein. Ouais. L'image, moi qui m'est resté en tête, où tu vois le gosse qui est le plus petit de la famille, là où dans le remake c'est plutôt la plus vieille et qu'elle porte un masque quand elle bute le vieux. Là non, ils te mettent le petit gosse très jeune qui doit avoir 2 ans, à peine 2 ans parce qu'il parle pas, et qui va arracher la gorge du vieux en gros plan sans qu'il soit masqué de quoi que ce soit. Tu dis ah ouais quand même, ouais, tu vas jusqu'au bout, c'est bien. Oui non, c'était beaucoup plus. C'était l'époque du corps en plus et tout. Voilà. Et puis du côté, voilà, alors, rien à foutre, quoi. Je vais jusqu'au bout de mon truc, quoi. Et puis. C'était pas le même public non plus. En fait, c'est bien ça sûr. Aussi qui s'est changé, c'est que quand le premier Cimetière est sorti, moi je l'ai vu en VHS, mais j'étais pas le public qui était visé quand c'est sorti. C'est sorti au cinéma, je pense. C'était les adultes, quoi, un peu, enfin le goût des jeunes adultes, quoi. Là, oui, tout à fait. Quand même sur. C'est pour ça que c'est intéressant de voir Dr. Sleep, c'est que maintenant, a priori. En tout cas les producteurs, enfin les gens qui donnent de la thune aux films d'horreur considèrent que c'est les gamins de 12 ans 14, ouais, enfin 12, entre 12 et 16 ans quoi, qui regardent des films d'horreur. Mais ça c'est à cause de Scream, hein, depuis tout ça vient de Scream. Oui. Bien sûr, mais le problème vient fondamentalement de là, oui. Scream, de Saw, enfin tu vois, et ainsi de suite. Mais... Alors, c'était pas le cas à l'époque. C'est un peu différent pour moi. Street Trash, ça s'adressait clairement pas bien sûr. à des gamins de 15 ans, tu vois. Non, il y avait une vraie approche adulte et pas adolescente du film d'horreur. Ce qui, Et bon, voilà, mais ce qui est un peu dommage, ouais. C'est pour ça aussi que des fois, je suis un peu. Le Color of Magic était cool pour ça. Oui, bah voilà, tout à fait, ouais. Il était. Il s'adressait pas à un âge particulier, mais au moins il s'adressait à des gens qui aiment bien. Qui aiment bien ça, qui aiment bien. Tout ce genre de trucs, quoi. Et Dr. Sleep, finalement, justement, ça s'affranchit un peu de ces trucs-là. Alors que ça. Mais le sujet s'y prête aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je n'en veux pas, mais ça, Surf, enfin, s'adresse vraiment au public. On voit bien que le public visé, c'est du 14-20, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, hein, je suis d'accord, ah oui. On n'est pas sur Society, quoi, tu vois. Ah bah non, mais bien sûr, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans ce genre de... Mais je sais que là, récemment aussi, je me suis refait tous les fantasmes de Don Cascarelli, c'est pareil, ça s'adresse à... Je sais pas à qui ça s'adresse, en fait, fantasme, je serais trop bien, mais je sais pas à qui ça s'adresse vraiment, mais c'est... Non, c'est vrai, je sais pas non plus.
c'est très étrange, mais enfin, moi je trouve ça absolument génial parce que c'est un fantasme. C'est par exemple quand on parle de remake ou de suite ou autre, c'est fantasme, c'est typiquement le genre de saga que tu peux plus remaker, que tu pourras jamais remaker ou faire une suite à quoi que ce soit, parce que ça ressemble à rien en fait de ce qu'on peut voir. Et je suis convaincu que tu mets un ado aujourd'hui devant Fantasme, il regarde ça. Je dis un ado qui n'est pas intéressé par le cinéma plus que ça, mais qui a une accointance avec le cinéma d'horreur eu égard à son âge, comme beaucoup de son âge. Il va regarder ça, il va se demander mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. Alors c'est gore, c'est cruel, c'est en même temps drôle, il y a beaucoup d'humour, mais puis il y a un univers, un foisonnement d'imaginaire qui est génial, mais je pense que ça paraît pas. Après, la décharge des Jones, on va dire, c'est que finalement ils ont moins ils ont moins de comment dire, ils ont moins de possibilités d'exprimer, enfin en tout cas dans le cinéma de genre et notamment le film d'horreur, ça devient de plus en plus compliqué de faire des trucs, je sais pas comment dire ça. Quand Scream est sorti, ça parlait aux gens de leur génération, donc ça s'adressait vraiment à des gamins entre 14 et 20 ans quoi. Et ça correspondait bien, tu vois, mais c'était bon, enfin déjà pour moi à l'époque c'était bon enfant. Ça devient compliqué, je pense maintenant, c'est de plus en plus dur alors peut-être Netflix et tout, peut-être vont un peu arranger ce truc là, mais de faire du hardcore, parce que même là, tu vois, c'est quand même un adulte, tu vois, t'as des gamins si tu veux, mais c'est un adulte quand même c'est l'histoire d'un ancien gamin mais qui est devenu adulte si tu veux, et d'autres gamins se retrouvent, mais c'est, et d'ailleurs tiens j'ai oublié d'en parler, mais oui, il va falloir que je le dise quand même au moment. Tu vas avoir du montage mon pote, ça va être compliqué hein. Parce que ça c'est un gros trou et j'ai vraiment oublié d'en parler et ça me revient maintenant, mais que maintenant, mais je suis sûr que ça fait partie du même univers, c'est que The Outsider, parce que c'était ça une de mes recos, mais j'ai oublié, je l'avais pas noté aujourd'hui. On mettra dans les recos aussi. La série HBO. Est-ce que tu l'as vu cette série? Non, pas encore pour le coup. Non, je suis pas. Donc j'ai peut-être bien fait de pas trop en parler parce que regarde là, en fait. Il y a des ponts pour le coup. De ouf. De ouf. Alors ça c'est pareil, c'est un livre, c'est un bouquin a priori, mais je l'ai pas lu. Mais à mon avis, je veux rien. Du coup c'est compliqué, on peut pas en parler trop. C'est le même. Comme on disait, la tour sombre, de toute façon, on relie un peu tout, c'est le même univers. Oui, mais c'est ça, voilà. Je pense que The Outsider est directement relié à Shining, Lumière 2. Ah ouais. Et la série, elle est cool, hein. Mais faut que je m'y lance aussi, ouais. Du coup, regarde là, parce que là, en plus, c'était un peu dans ce. C'est une série assez courte, hein, tu sais, c'est HBO. Enfin, assez courte. 8-9 heures, quoi. Oui, mais ça va, c'est raisonnable, c'est très raisonnable. Mais du coup, ça va te parler, hein, et j'y ai pensé en regardant le film, en fait. Mais je suis pas intervenu là-dessus, parce que pendant qu'on parlait, c'était pas. Mais. Et puis, du coup, je voulais pas te spoiler, donc je le ferai pas, mais. Bon, je vais essayer de la voir, comme ça on essaiera de le relisser à un moment donné. Tu sais, je l'avais conseillé hein, pendant les. Oui, bien sûr, oui. Et franchement, du coup, en voyant le film, ouais, j'ai trouvé plein de points communs. Il est assez évident. Puis, de toute façon, le Shining, a priori, intervient pas mal d'endroits dans l'univers de Stephen King, dans l'univers étendu, on va dire. Non, mais tu sais que pendant que je regardais le film, parce qu'on avait parlé de Capone un petit peu, là je discute, hein, je suis plus en mode. C'est pas grave, on mettra ça à la fin, c'est bien. Et comme on avait parlé de Capone un peu avant, enfin tu sais, je vous ai envoyé que Capone était dispo chez les Incous et tout. Je sais pas pourquoi, en regardant le film, dans ma tête c'était Josh Trank. Oui, ouais. Tu sais, j'étais resté sûr. Et pas du tout Mike Flanagan. Donc j'ai regardé tout ce film en pensant que c'était Josh Trank qui l'avait fait, tu vois. C'est bizarre. Et en plus, j'ai été conforté des fois dans ce truc-là, quand notamment il y a la scène où la meuf avec le chapeau, tu sais,
elle, elle s'évade, si tu veux, elle cherche la gamine, elle s'évade et elle part au-dessus et il y a une scène un peu à la Superman Oui, elle vole où elle au-dessus est au-dessus du bâtiment. de la terre et tout. Et j'ai cherché cette image parce que je l'ai trouvé trop bien d'ailleurs. Elle est superbe. Et qui est à mon avis aussi même s'il n'est pas voulu, c'est Christopher Reeve dans Superman ou enfin, tu vois. Ah mais c'est très probable, parce qu'il y a une imagerie qui est, à mon avis, au-delà de King. Il y a, pour le coup, les apports du réal aussi, et de ce qui l'intéresse au-delà de King aussi. Ouais. Donc je pense qu'il y a des... Même chez King de toute façon. Et, oui, tout à Superman. fait aussi. Mais c'est vraiment, ça fait penser, tu sais, parce que tu sais, t'as ce truc où il écoute la Terre. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Et donc il y a ce côté un peu là qu'on retrouve aussi dans les X-Men et tout. Mais, et du coup, comme j'étais sur du Josh Trank, il y a toute cette séquence là où je me disais, putain, ça fait penser à Chronicle et tout. Tu sais, quand les images se retournent et que hop, ils glissent sur le sol et tout, tu sais, qu'ils sortent de la fenêtre et tout. Tu sais, comme c'est foutu. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et ça faisait pour vraiment penser à Chronicle pour le coup. Non, mais de toute façon, Qui étaient des gamins ouais, avec ça des fonctionne pouvoirs assez bien, en psychiques. fait. C'est... Le mec était des gamins avec des pouvoirs psychiques. Et c'est con. Dès que tu fais rentrer des personnes avec des pouvoirs particuliers, de toute façon, tu peux faire englober un petit peu tout ça ensemble aussi. Et c'est après que je me dis, mais non, mais rien à voir. Josh Trank, c'est le mec qui fait Capone. Ça n'a rien à voir. Comme quoi, c'est con, mais ça te fait lire les. Ah oui, c'est vrai que oui, ça te fait percevoir le film autrement, en effet. Bah, ça me paraissait tellement normal en fait. Je disais, bah oui, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Ouais, non, bien sûr. Hop, la caméra qui se retourne quand il. Enfin, ça ressemble à ce qu'il avait essayé de faire dans Chronicle. Normal. En effet, il y a des séquences comme ça, ouais, tout à fait. Trop marrant. Alors, à voir s'il va faire pareil dans Capone. Est-ce que Capone va se mettre à l'éviter? Bah, risque d'être surpris. Mais tu sais que je suis assez curieux de ce truc. Hein. Ah bon, bah c'est pareil, ça m'intrigue beaucoup. Parce qu'il a une drôle de gueule. Un peu comme pour Bronson, tu vois, il a l'air d'avoir une pomme. Enfin. Tu sais, il a l'air d'être pas convaincant. Je sais pas comment dire ça. Ouais, ça fait très bis en fait en termes de maquillage, je trouve ça assez marrant. Mais Bronson, c'était déjà comme ça. Hein. Enfin, pour moi. Ah bah c'était assez grotesque, hein. Il y avait un côté grotesque qui était assumé en plus. Et là, ça a l'air d'être un peu pareil. Et surtout, c'est Joe Trank. Je pense qu'il est bon. Hein. C'est juste que bon, bah, il y a eu que des produits il a pas de chance. Un peu pétés. Et comment tu passes des 4 fantastiques, enfin tu vois. Ouais, ça c'est pas un triomphe. La bande-annonce montre rien en plus. La bande-annonce, ça montre quasiment que des gros plans sur Tom Hardy, tu sais, tu vois pas. Tu vois pas trop de qu'est-ce qu'il a attiré là-dedans? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça en fait, en effet, en sortant des 4 fantastiques? Qu'est-ce qui l'a amené à bifurquer du film de super-héros, ce qu'il fait depuis le début entre guillemets de sa carrière pour bifurquer là-dessus? Non mais le truc s'appelle Capone, tu vois, genre avec un C majuscule et tout. C'est la tronche de Tom Hardy qui ressemble comme un méchant de Batman. Voilà, tout à fait, ouais. Un peu mal maquillé. À mon avis, on est sur du pulp comics. Enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le sens, hein, tu vois. Et je pense qu'on voit rien dans la bande-annonce, mais enfin moi je le ressens un peu comme ça. Hein. Moi je ressens pas avec la bande-annonce, tu vois pas. Moi je vois pas un sorte de biopic historique hyper sérieux, hyper rigoureux quoi. Donc moi j'attends un peu des gunfights, des grosses scènes, tu vois. Donc ça se la raconte de ouf et tout. Ah non, ça serait vraiment cool, ouais. Mais de toute façon c'est peut-être notre prochain synesthésie. Bah il est dans mon disque dur. Il n'est pas encore sous-titre français, mais il est là. Ça, et puis bah, Mad Max, mais il a raison aussi, Matt, c'est vrai. Parce qu'on parlait en plus de The Mist noir et blanc, pour le coup, Mad Max noir et blanc aussi, enfin Black and Chrome, ça serait cool aussi. 5 ans, hier ou avant-hier, je crois. Hier, ouais. 5 ans, putain. C'est le seul film que j'ai vu 3 fois d'affilée au cinéma. Bah, ça va être pareil, bah, j'ai vu 3 fois au cinéma aussi, ouais. Je crois que c'est le seul. Hein. Bah, c'est le seul. Je crois que j'ai vu Matrix Révolution 2 fois. J'ai dû voir quand même Parasite 2 fois aussi. Parasite, ouais. Ah bah oui, mais t'es revenu avec nous. Oui, je suis revenu avec vous, mais je pense que c'était l'occasion, j'aurais revu 2 fois d'une manière ou d'une autre de toute façon. Moi, de moi-même, ça m'est peu arrivé. Après, c'était pas facile à l'époque. Enfin, c'était pas... Mais ça m'est peu arrivé. Hein. Je crois que... Il y a quelques-uns, moi, je sais que le premier Kill Bill, j'ai dû le voir 2-3 fois au cinéma aussi. Tarantino. Ah bah après j'ai triché, moi, le Seigneur des Anneaux par exemple, je l'ai vu, mais après je l'ai revu au moins 2 fois parce que je le passais
Mais j'étais projectionniste, quoi. Je le passais dans mon théâtre. Je l'avais même enregistré sur VHS à l'époque. J'avais réussi à brancher un magnétoscope sur la sortie vidéo audio du projecteur 35 mm. Le piratage en VHS, ça c'est bien. Ouais, du coup, je l'ai regardé en VHS chez moi. Bah, pas en entier parce que ma VHS c'était pas si longue. C'est pas possible, le film était trop long. Tu vois pas. C'est compliqué. Mais oui, c'est vrai que oui, c'est un Zeno, je l'ai vu. Et puis si c'est vrai, le Retour du Roi, je l'ai vu 2 fois aussi. Mais non, mais c'est même pas arrivé très souvent quand même. Je suis pas allé souvent. Non, bien sûr, c'est moi-même. Mais je pense que c'est. Ah ben, je pense que c'est bien de voir rarement, en fait, ça montre la valeur de certains films que tu as vraiment envie de prolonger l'expérience cinématographique, quand même tu pourras le voir chez toi en bout quand tu l'auras en DVD. T'as envie de le voir dans le cadre du cinéma, quoi. Et puis ouais, Mad Max, c'était vraiment... c'est con, hein, mais... C'était quoi, il y a 5 ans on a dit, ouais, donc j'avais 36 ans, un truc comme ça. J'avais le moyen de... Je suis allé le voir en VF, la première... parce que de toute façon, il n'y avait pas de séance... En VO, j'ai pas vu en VO aussi non plus. J'ai vu une première fois en VF, et je suis retourné 2 fois le voir en VO après. Mais je l'ai vu une première fois en VF dans une grande salle, genre dans une salle... Je pense que je l'ai vu au studio après, je sais pas où il passait, en VO. Mais ce serait l'occasion justement de faire un synesthésie en faisant ça, faire un synesthésie spécial Mad Max, où on revient sur Mad Max 5 ans plus tard. Bah surtout que j'ai pas vu le Black and Chrome. Qui est magnifique. Enfin moi j'aime beaucoup aussi donc. Parce que c'est prévu avec Matt depuis longtemps. J'ai pas vu. Bah ouais, c'est con, mais j'aimerais bien après. J'ai une bonne télé, j'aimerais bien qu'on fasse ça chez moi, mais faut qu'on arrive à se caler, c'est compliqué. Ouais non mais on va trouver de toute façon la semaine prochaine. Je vais pas me balader avec ma téloche non plus. Bon bah des bisous. Bah écoute, des bisous et puis bonne nuit. On se tient au courant pendant ce week-end. Oui voilà, on se tient au courant pour la semaine prochaine. Tchuss. Salut. Ciao, bisous. ciao.